Tac, c'est bon? Ouais. Yes. Allez, Ouais. c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin des Imaginaires, votre podcast littérature et culture geek. Moi c'est Flo, aujourd'hui je suis avec Zerlock Salut tout le monde. et avec notre petite nouvelle, Jeanne. Salut. Alors avant d'annoncer le programme du jour, je vais dire... La roue du temps. Non, alors justement, Ah, je vais dire ce Ah non, dont c'est on pas va ça, pardon. Non, on va pas en parler aujourd'hui. Donc effectivement, pas de The Witcher et pas de Roue du Temps. En fait, on va faire un live pour débriefer les deux saisons. Alors la date, elle n'est pas encore fixée. Donc si vous voulez être au courant de tout, il faudra nous rejoindre sur Discord et ou sur Twitter. Voilà. Et donc pour ce qui est du programme du jour, alors comme d'habitude, on aura les actus ciné-séries. Et puis pour conclure cette année 2020 en beauté, on va faire un petit top des familles parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc, on commence avec les actus. Et c'est Zerlock qui va nous parler de la bande-annonce des Animaux Fantastiques. Oula, tu me prends en direct comme ça. À la gorge Alors comme ça. oui, Tac. tout à fait. Bande-annonce qui est sortie il y a même pas une petite semaine, là, c'est très, très récent. 2 minutes 45, donc un gros trailer qui nous a été sorti pour l'épisode 3 des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Nous ne reviendrons pas sur ce titre que Flo adore tant. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, gros fan d'Harry Potter. Les Animaux Fantastiques, quand ça arrivait, j'avais une grosse hype et j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Le premier n'était pas trop mal. Le deuxième, je suis sorti beaucoup plus circonspect, comme beaucoup de fans, notamment quand à... Bon, maintenant on peut spoil le 2 puisque ça fait un petit moment que c'est sorti. Oui. Mais notamment quant à la révélation finale sur le fait que Credence serait un Dumbledore, alors que ça n'a aucun sens vis-à-vis de toute la chronologie de ce qu'a fait Rowling dans ses livres. Donc, une histoire qui globalement en fait ressemble à quelque chose qu'elle a écrit. On sent que c'est travaillé, il n'y a pas de souci, mais un problème pour faire en sorte que ça passe au cinéma. En fait, elle essaye d'écrire un livre au cinéma, et donc souvent ça pouvait manquer de sens, ça pouvait manquer un peu de quelque chose, et ça n'arrive pas vraiment pour le moment à conquérir son public. Et là, encore une fois, moi, la bande-annonce, je ne vais pas vous mentir, elle me fait bien envie quand même. Tout ce qui est effets spéciaux, tout ça, franchement, ça a l'air super bien réussi. Il y a l'air d'avoir des grosses scènes de bagarre dans Berlin. Il y a des scènes, enfin, il y a des endroits, ils ont l'air d'aller se balader au Bhoutan. Il y a le Brésil. Enfin, vraiment, ça fait voyager. Puis après, il y a un sacré casting encore, hein, comme d'habitude. Donc en vrai, comme d'habitude, en fait, ça me hype. Et puis après, je vois le film et je ressors et je suis là, ouais, bon. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une série où, enfin, vu comment c'est foutu, comment c'est écrit, on n'en verra le bout que quand il y aura les 5. Et peut-être qu'en regardant les 5 à la suite, on trouvera le truc cohérent, comme une série, en fait. Sauf que là, vu que c'est des films de 2 heures et que ça sort tous les 3 ans, on a un peu de mal à rester dedans, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petits points qui, dans la bande-annonce, là, font envie de voir. On a le Jacob, le Moldu, qui va avoir une baguette magique. Il va aller se balader à Poudlard, où il va faire semblant d'être un sorcier. Enfin voilà, il y a l'air d'avoir 2, 3 trucs, des bagarres avec le nouvel acteur qui joue Grindelwald, qui ont l'air bien foutus. Notre ami Albus Dumbledore, qui est toujours aussi classe. Et puis, non, franchement, comme d'hab, un peu hypé, quoi. Et puis, bon, on verra. Peut-être quand le truc sortira, je serai en pleurs dans le podcast en train de dire qu'ils ont encore fait un truc moyennasse. Mais pour le Moi, je parie moment, en sur tout ça. cas, ça me fait bien envie, hein. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur parce que Rowling, en fait, quand elle a construit son univers, elle a... Alors, l'univers, il est sympathique, il est foisonnant et tout, mais elle n'a pas forcément beaucoup prêté attention à la cohérence globale de plein de choses. Quand elle ajoute des trucs comme ça à chaque fois, avec des nouveaux films, etc., je sens que ça va pas le faire. En fait, moi, jusque-là, franchement, dans Harry Potter, en termes de chronologie, il y a une erreur que les fans repèrent, mais voilà, hardcore, mais sinon, en termes de chronologie, ça se tient. Enfin, il n'y a pas de dinguerie dans son univers.
Il y a deux, trois trucs que les gens vont dire, oui, les retourneurs de temps, les trucs comme ça, mais dans l'ensemble, elle a réussi à peu près à s'en sortir dans tout ce qui est la saga Harry Potter. Et en effet, avec les animaux fantastiques, c'est un peu plus compliqué. Et vraiment, moi, le truc du Dumbledore, là, enfin, de Credence qui sera un Dumbledore, s'ils reviennent pas dessus en disant que c'est un mensonge de Grindelwald, je vais avoir un peu de mal. Donc, je suis attentif à ce qu'il va y avoir. Mais en tout cas, franchement, la bande-annonce, c'est sympa, quoi. C'est joli. C'est pas, ça manquera pas de moyens, en tout cas. Le truc a l'air bien cool. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour les animaux fantastiques et on va enchaîner avec alors deux séries que je vais évoquer qui ont démarré tout à fait récemment, enfin dont la nouvelle saison a démarré récemment et dont seulement 2 épisodes sont sortis. Donc d'un côté The Expanse et de l'autre Demon Slayer. Donc une série de SF américaine et un animé shonen japonais. Voilà le grand écart. Je vais pas trop en parler. On va attendre la fin de saison des deux séries pour vraiment faire le retour complet. J'encourage juste les gens qui ne l'auraient pas vu à regarder vraiment les deux parce que c'est vraiment super. The Expanse, c'est vraiment de la très très bonne SF. Et Demon Slayer, c'est un shonen très classique, mais avec son ambiance à lui. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil. En plus, le studio qui s'occupe de l'animation, c'est Ufotable. Donc évidemment, ils nous sortent des dingueries là où il faut. Donc vraiment, ça à voir. Je vous encourage à aller regarder. Et on en reparlera dans des prochains épisodes. Voilà. On va continuer avec des séries. Et donc, c'est Zeralog qui va nous parler de la Casa des Papel. Alors, c'est un grand mot d'en parler. Je voulais surtout, je voulais surtout dire, moi, j'ai tout regardé. Alors, j'ai tout regardé un peu, comme je l'ai expliqué en amont de l'épisode. Je l'ai regardé en faisant autre chose, notamment en jouant aux échecs. Parce que très concrètement, comme beaucoup de gens, j'ai bien apprécié la saison 1. Alors, je ne sais plus exactement comment ça se découpe leur saison, parce que, en gros, il y a la première aventure, on va dire, qui est à la maison de la fabrique des billets. Et après, il y a la deuxième aventure, on va dire, quand ils reviennent parce qu'un de leurs potes s'est fait attraper et qu'ils vont attaquer la Banque d'Espagne. Bon, la première aventure, pourquoi pas? L'histoire était OK. Bon, les messages derrière, on en pense qu'on veut. Mais l'idée était bien, cette espèce de jeu d'échecs entre le chef enfin, le professeur, excellent acteur d'ailleurs qui joue aussi dans La Roue du Temps, je le place ici. Et, et voilà, donc c'était un bon moment, la première saison, très concrètement. Et je trouve que à partir, en fait, c'est exactement le syndrome qu'ont beaucoup de séries à succès, c'est que je sais pas exactement qui décide de ça, mais les personnes qui sont en charge ne savent pas s'arrêter. Ils sont incapables de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour dire stop. Ce qui est le cas pour certaines autres séries, mais pour ce qui concerne la Casa des Papel, pour moi, c'était ce qui a été raté en fait là-dedans, c'est qu'au lieu de s'arrêter à la fin de leur histoire, ils ont voulu, je sais pas, courir après le gain, surfer sur la hype, et ils n'ont pas été capables de s'arrêter. Et très concrètement, le début on va dire, de la deuxième aventure, là, quand ils rentrent dans la Banque d'Espagne, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs commencent à venir au lance-flammes, ils tirent au lance-roquettes. Enfin, ça devient une scène de guerre en pleine rue, alors qu'il y a des gens à 2 mètres, enfin, à 2 mètres qui sont en train de gueuler leur soutien. Ça n'a plus aucun sens. C'était toujours pour faire plus. La dernière partie, là, on va dire ce qui conclut l'aventure, retombe sur un rythme un poil plus logique. Mais franchement, je ne sais pas exactement combien, ça doit être les saisons 3, 4, 5 ou quelque chose comme ça. Le dernier cycle là est mauvais quoi, par rapport à ce qui avait eu lieu au départ et ils n'ont pas su s'arrêter. Et c'est le problème de beaucoup de séries, hein. On parle de Walking Dead, on parle même Breaking Bad sur la fin, ça s'est essoufflé. La fin est très bien, mais on est quand même sur Fais gaffe un quand truc tu parles de Breaking Bad. Hein. Ouais, mais ils ont failli aller un peu trop loin. Ils ont réussi à peu près à s'arrêter au bon moment. Et c'est le problème de toutes ces séries. Et voilà, donc moi, je voulais revenir dessus pour dire que, en effet, c'est le symptôme, enfin, c'est pas le symptôme, c'est l'exemple type des séries qui ne savent pas s'arrêter et qui, du coup, franchement, pour moi, perdent du sens. Et alors qu'au départ, j'aurais pu dire que c'est une bonne série,
Bah là, maintenant, j'ai juste envie de dire, bah ouais, finalement, la Casa de Papel, c'était pas si fou, quoi. Ok. On va rester dans les séries avec la dernière, la dernière série des actus, là, qui est Hawkeye, donc la dernière série du Marvel Cinematic Universe. Et c'est Jeanne qui va nous la présenter. Donc, Hawkeye, dont l'épisode 5 est sorti ce mercredi et qui est apparemment l'avant-dernier épisode, puisque la saison en fera 6, ce que je découvre avec étonnement parce que la série est quand même très, très, très lente. C'est-à-dire que il s'est rien passé jusqu'à mercredi, en fait. Donc, je vois pas très bien où est-ce qu'ils vont. Je vois pas très bien comment ils vont conclure en 50 minutes. Je comprends pas, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire. C'est-à-dire que c'est très inégal. Le premier épisode, je l'ai beaucoup aimé. Il y a une ambiance, il y a des personnages, il y a quelque chose qui est... Ils essayent de faire quelque chose et en fait, ça avance et on avance dans l'intrigue et en fait, rien ne se met en place. Personne n'arrive, il ne se passe rien. Ils tournent sur la même intrigue pendant 5 épisodes à se poser les mêmes questions sans qu'on ait aucun indice sur ce qui se passe à part des trucs super évidents. Et voilà, c'est lent, j'aime pas trop les acteurs. Bon, après, c'est personnel, mais c'est lent, il se passe rien. Je vois pas en fait ce qu'ils ont essayé de faire. Et j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de séries du MCU qui ont, je trouve, dans la globalité, je pense surtout à WandaVision, il y en a beaucoup qui ont grandement, grandement baissé en qualité sur la fin en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas encore prêts en fait à faire des séries. La plupart seraient mieux en film en fait. Parce que ça s'étire sur 6 heures et en fait on s'ennuie quoi. C'est tout. Ils ont rien à dire, ils ont rien à raconter. Voilà. Donc j'attends de voir comment ça se termine, mais on reste grandement sur notre fin en fait. Il y a des promesses qui ont été faites et qui sont juste pas tenues. Voilà, un peu déçu, beaucoup déçu. Ouais, ça Ça donne correspond envie. Ouais, ouais. Voilà, je fais envie. Non, mais c'est vrai, moi, tout le monde me dit, en toute honnêteté, hein, non. Ouais, ça correspond un peu aux clichés qu'on peut avoir sur les séries Marvel où elles sont là un peu pour occuper le temps. Pour de vrai, je pense Pour que ça la... serait beaucoup mieux passé en film, en fait. Genre, parce que leur intrigue, elle tient très bien sur 2 heures et sur 6 heures, pas trop. Ah, c'est dommage. En fait, c'est surtout, je pense, peut-être que c'est le format semaine par semaine qui accentue ça et que si c'était tout sorti d'un coup et qu'on avait tout regardé d'un coup, ce serait passé plus. Mais attendre une semaine juste pour voir 1 heure où ils cherchent la même chose, non. Ouais. Genre, j'attends pas particulièrement l'épisode final, quoi. Je me dis pas, oh là là, dans 3 jours, il y a OK, quoi. Non. Ok. Voilà. J'espère que je vous ai bien fait envie. Ah, yes, génial. Je vais rentrer là et je vais regarder ça. Non. Non, je suis un peu salée sur cette série. Mais je vais compenser après. Ouais, ouais. Ça va être marrant. Ok, bah merci. On va passer aux actus ciné. Et je vais vous parler d'un film que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Alors, c'était quand? C'était il y a une ou 2 semaines. Je vais vous parler de Belle, qui est un animé japonais réalisé par Mamoru Hosoda. Donc Belle, ça parle de Suzu, une adolescente complexée qui vit avec son père et qui, dans le monde virtuel de You, devient Belle, une chanteuse qui a des milliards de followers. Voilà. Comme j'ai dit, c'est un animé japonais qui présente du coup, qui va mettre en fait en parallèle deux univers, le monde réel et le monde virtuel. Et donc, ça va mettre en scène un petit peu les possibilités que peuvent offrir ces mondes virtuels. Donc moi, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un film qui est magnifique. Les chansons sont géniales. Je pense que j'en mettrai une après pour faire la transition. Voilà, donc je ne vais pas trop en dire. Je vais vous laisser découvrir ça. Mais vraiment, foncez le voir. Si possible en VO, je pense que ça sera quand même mieux. Voilà, donc ça sort le 29 décembre. Donc vraiment là, entre Noël et Nouvel An, une petite séance ciné pour aller voir Belle, je pense que c'est tout indiqué. Et donc, on va passer au dernier morceau des actus, mais pas des Let's moindres. go! Peut-être le plus gros. Ouais, on va parler de Spider-Man No Way Home, La bagarre. la bagarre. Alors, qui commence du coup?
Bah, commence. Ok, alors j'ai commencé. Je vais lâcher mon camion de sel. Et ensuite, Jeanne offrira son avis qui est un peu plus positif que moi. Alors, que dire de ce Spider-Man sans trop spoiler? Euh, alors, on va peut-être rester sur ce qui a été montré dans les bandes annonces. Donc, suite à la fin de Far From Home, Peter Parker voit son identité. Ah Peter Parker voit son identité. Ah, j'arrive pas. Identité. Identité secrète. Identité. Ah son identité secrète. Exceptionnel. Terrible. Bon, tout le monde sait qui est Peter Parker. Voilà. Donc, l'identité de Spider-Man est dévoilée. Et donc, bah, forcément, ça le met dans la panade. Donc, ça a un impact sur sa vie à lui et sur la vie des gens autour, donc sa famille et ses amis. Et donc, pour résoudre la situation, il trouve rien de mieux à faire que d'aller voir Doctor Strange pour lui demander de faire un sort du coup, qui va effacer l'information des cerveaux de tout le monde, quoi. Il fait faire une lobotomie à grande échelle. Voilà, donc le sort foire et ça fait atterrir des méchants de Spider-Man, enfin des méchants qui viennent du coup d'autres univers dans l'univers du MCU. Et donc du coup, on revoit le Docteur Octopus, le c'est quoi son nom déjà? Le Green Bouffon Goblin, vert. le bouffon vert, voilà, en français des films de Raimi. On a aussi le lézard et Electro, par exemple, des films de Mark Webb. Et l'homme sable. Et l'homme sable aussi de Sam Raimi. J'oublie l'homme sable, mon préféré, Ouais, bon. C'est pas celui qui a le plus grand rôle dans le film. malheureusement. Ouais. Donc, on a une bonne dose de nostalgie dans ce film, beaucoup de fanservice. Et moi, je trouve en fait que le film, il va pas beaucoup plus loin que ça. Le scénario, en fait, c'est plus un giga prétexte à faire venir ces personnages-là, à les faire se rencontrer avec le Peter Parker du MCU. Et ça propose pas beaucoup plus. En plus de ça, pour moi, les visuels sont pas du tout au rendez-vous. Le film est globalement assez moche, surtout le climax. Le climax, franchement, c'est une torture. On voit rien. Il y a pas de couleur, il n'y a rien. C'est terne au possible. La mise en scène est pas ouf, hein. Ça, si on a vu les deux d'avant, c'était évident. Mais là, encore une fois, ça jure, surtout qu'en plus, il y a des éléments du coup, des personnages des films de Raimi et de Mark Webb qui reviennent. Donc, on peut comparer cette fois la manière dont c'est mis en scène. Et pour moi, c'est clairement pas au niveau. John Watts, il sait pas filmer Spider-Man, ou très John très peu. Watts. Donc, voilà, c'était vraiment pas terrible. Je me suis pas forcément ennuyé. Le film passe bien, il y a quelques scènes quand même intéressantes, quelques passages qui étaient vraiment bien. Mais globalement, pour moi, ça vaut pas toute la hype. Et clairement, ce Spider-Man du MCU, pour moi, c'est le fond du fond de tout ce qui s'est fait autour de Spider-Man. Surtout si on le compare avec Into the Spider-Verse, donc l'animé qui était sorti en 2018, qui parlait un petit peu qui parlait aussi de multivers finalement, qui racontait par moment, enfin, qui a des points communs en termes de narration avec No Way Home, et qui, pour moi, avait tout dit, et l'avait dit beaucoup mieux que ce nouveau film. Voilà. Ok, ok. C'était mon avis. Voilà, donc je te laisse nous en dire Ok. ce que toi, tu en as pensé. J'ai quelques trucs à dire, après je rebondis sur pas mal des trucs que tu as dit. Ça marche. Déjà, moi, honnêtement, hein, j'ai adoré. Je m'attendais grandement à être déçue. C'est-à-dire que, bon, John Watts, voilà, le fait que tous les trailers, tu avais l'impression qu'il n'y avait rien et juste du fan service. Mais franchement, honnêtement, j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai fait la queue pendant 3 heures. Je n'ai regretté aucune des minutes passées à faire la queue. J'ai beaucoup. Enfin, il y a des défauts qui sont très clairs sur la réalisation, etc. C'est John Watts, j'en attendais pas beaucoup de lui. Il y a quand même quelques efforts qui sont faits, il y a quelques plans qu'on pourrait presque qualifier de beaux. Enfin, il y a des idées quelque part et c'est déjà pas mal. Après, moi, en fait,
bah, j'y allais pas pour la réalisation, quoi. J'allais pas attendre. Je savais en fait qu'il fallait pas que je m'attende à des belles scènes et je m'y suis pas attendue. Et du coup, sur ce point, ça me va. J'ai trouvé que le film était très émouvant. Bon, après, je suis un peu sensible, mais j'ai quand même pleuré pendant 20 minutes. J'ai trouvé ça émouvant. J'ai trouvé que c'était très, très bien joué. Je pense, enfin, c'est une des meilleures performances de Tom Holland, selon moi. Oui, alors oui, ouais, ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les acteurs sont quand même bons, ils jouent bien leur rôle. Ça y a rien à dire. Genre, je pense à quelques scènes, donc on ne peut pas révéler pour des raisons de spoil, mais où Tom Holland est vraiment hallucinant. Enfin, il a vraiment du potentiel. Je trouve qu'il y a quelques trucs qui sont plutôt bien amenés au niveau de ce qui avait été. Je sais pas comment dire ça sans spoiler. Bah, je vais pas le dire du coup. Je Mais peux couper sinon, hein, vous pouvez faire un moment spoil hein, si jamais. on fait un moment spoil ou pas? Bah écoute, on va faire ça permettra de parler un peu librement. Et donc pour les auditeurs et auditrices, moment spoil, il y aura les balises dans la description, vous pourrez sauter la partie. Zarlock, bah, je te laisse nous quitter, je te ping sur Discord quand tu peux revenir. Yes, ok, je baisse. Je coupe le son. Ok, c'est Ok. parti. Donc, je pense aux arrivées j'allais appeler Andrew Maguire. Oui, Andrew bah oui. Garfield et Tobey Maguire. Euh, En fait, je m'attendais, je pense que je suis pas la seule, enfin tu me dis si, voilà, mais je m'attendais beaucoup à un truc genre Deus Ex Machina, ils arrivent pendant la dernière scène, combat final, etc. Et j'ai beaucoup aimé en fait comment ils étaient introduits. Et globalement, bon, il y a certaines scènes qui sont très attendues, voilà, toutes les scènes où ils se parlent, bon, ça fait un peu fanfiction, je peux l'entendre, mais globalement, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Ça J'ai faisait bien, pas. honnêtement, j'ai bien aimé ces scènes-là, justement, où Et ils je parlent trouve, un peu de leurs expériences respectives et tout. Ça, c'était vraiment bien. et je trouve aussi que tout est très bien amené par rapport aux histoires des acteurs en tant que Spider-Man, par exemple. Genre le Spider-Man de Tobey, qui était un peu celui le plus expérimenté. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le Spider-Man de Andrew Garfield, qui, du coup, bah, pour ceux qui ne le savent pas, a pas pu avoir cette trilogie complète à cause d'embrouilles à la production chez Sony. Euh, il existe des rumeurs selon lesquelles, comment elle s'appelle, Amy Pascal, euh, aurait jeté un sandwich au visage de Kevin Feige pendant les négociations, ce qui n'a pas, ce qui a mené à l'arrêt de la trilogie de Andrew Garfield en plein milieu de son histoire. Et pour moi, du coup, il a jamais pu terminer de raconter son histoire, en fait. Et du coup, déjà, le fait que là-dedans, il puisse dire ce qui lui est arrivé après la mort de Gwen, moi, ça m'a beaucoup ému. Et même le fait, par exemple, que ce soit son Spider-Man qui dise aux autres qu'il les aime, etc. Je trouve qu'il y a vraiment, enfin, je pense pas que ce soit une coïncidence, et il y a vraiment un message là-dedans de la part d'Andrew Garfield, de sa relation à Spider-Man, qui m'a Ouais, beaucoup ému. il y a un aspect un peu méta, ouais, Ouais. dans le personnage. Bah, rien que le fait que ce soit lui qui sauve MJ et tout, Ah ouais. mais ça, tu vois, encore une fois, hein, le film, il est bourré de bonnes idées. Sur le Mhm. papier, c'est génial, en fait. Mais la manière dont Watts filme ça, Ouais. ça tombe à plat, en fait. Bah, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte aussi de voir. Ils ont dit qu'ils filmaient une deuxième trilogie, donc avec plus Peter à l'université, etc. Et apparemment, ce n'est pas John Watts à la réalisation. Donc, ça, j'ai plus hâte de voir parce qu'il commence à développer des bonnes idées. Et je trouve aussi que ça y est, le Spider-Man du MCU, c'est vraiment devenu Spider-Man. Genre, Ah, il était que temps, hein. avant, voilà, il était temps, c'est vrai. C'est vrai. Et que avant ça l'était pas du tout, mais que là, ça y est, c'est Spider-Man. Et du coup, ils ont vraiment des choses à faire avec le personnage. Et si c'est pas John Watts qui le fait, ça peut être top. Ouais. Et Voilà. justement, pour moi, alors c'est pas forcément un problème du film en soi, c'est un problème du MCU de manière générale. C'est que ce film, c'est un peu l'aveu d'échec autour du personnage, parce que c'est quand même le sixième film où il apparaît, parce qu'il est apparu Mm. dans Civil War, dans les deux derniers Avengers et dans bah, les deux premiers films de sa trilogie. Et c'est seulement Mhm. dans ce sixième film où il y a le moment Oncle Ben, en fait. Ouais. Après, Et c'est problématique parce que dans le premier film de cette trilogie, ils ont fait le choix qui était peut-être le bon de ne pas refaire une origin story, de ne pas remontrer la mort de l'oncle Ben, etc. Mais sauf que du coup, ils se sont enlisés et le développement du personnage, il n'a pas eu lieu en fait. alors, juste avant
venir enregistrer, j'ai vu une théorie sur Twitter, en fait, selon laquelle Oncle Ben n'est juste pas mort dans le MCU, en fait. Et de fait, du coup, spoiler, si jamais il y en a qui sont pas encore partis, partez maintenant. Pour moi, tout le truc avec Oncle Ben, en fait, ils l'ont remplacé avec ce qui s'est passé avec May dans ce film. Bon, c'est un peu tard, Ah, c'est d'accord, tard, ça aurait dû être dans le premier, en fait. S'ils mais voulaient en fait, partir sur ça. à part, il y a aussi eu, il y a quelqu'un qui a déclaré qu'en fait, ils avaient une scène, genre Oncle Ben, dans Homecoming. En fait, il y a une scène où ils se préparent pour aller genre au Homecoming, là, au bal de l'école. Et May, elle l'aide à s'habiller et elle devait lui dire que c'était un des costumes qui avait appartenu à Oncle Ben. Et ils ont décidé de couper la scène, enfin de pas la mettre. Donc pour moi, il y a un truc avec ça qui est un peu étrange en vrai. Mais je trouve que May, il remplace assez bien ça. Et de fait, quand on va au cimetière, par exemple, il n'y a pas la tombe de Ben à la fin du film. Alors que s'il était mort, May, elle serait enterrée à côté d'elle, quoi. Donc je pense qu'il n'existe pas, quoi. Ouais, mais c'est ça. Sauf que du Et coup, faire la mort de May et tout à ce moment-là, après 3 films, oui, parce que du coup, il n'a pas le côté qu'ils ont. Puis que Andrew a 2 fois, par exemple, avec la mort de Gwen, de comprendre que ça met en danger tes proches et tout ça, ouais. ouais. En plus, alors, s- encore une fois, sur les points de narration un peu, il y a un truc Mhm. qui m'embête un petit peu dans. Alors là, du coup, c'est plus dans la trilogie en elle-même que dans No Way Home. C'est le Ouais. côté. Les 3 films racontent un peu la même histoire, en fait. À chaque fois, c'est Peter qui fait une connerie et qui, du coup, doit se rattraper ensuite. Mhm. Une fois, ok, 2 fois, on a compris. Par contre, après, il a fait Infinity War et tout. Normalement, il était censé gagner en maturité bien plus tôt que ça. Et c'est dommage dans No Way Home de se retrouver encore une fois dans ce truc-là, quoi. Et même Bah, si Strange le dit, il lui dit que c'est qu'un gamin, etc. C'est pas parce que tu le dis que que c'en est pas moins bizarre, en fait. Faut que le je, personnage évolue, quoi. je vois pour Homecoming et Far From Home. Après, j'ai l'impression que No Way Home, justement, c'est plus. Enfin, je sais pas vraiment si c'est lui qui fait une connerie, parce qu'en soi, enfin, c'est plus l'impact encore de Far From Home sur le film. Et je trouve que justement, il y a un truc de. On a beaucoup reproché à la trilogie de Tom Holland d'être hyper légère. Il a un Spider-Man qui est très léger, un peu genre on sautille, on est heureux. Et il a une fin qui est super sombre. Et je trouve justement que le film est assez sombre en fait par rapport aux 2 autres que je trouvais. Homecoming, par exemple, toute l'intrigue lycéenne, là, j'apprécie pas trop. Tout le truc, Lise et je veux aller au bal et nanana, là, pour moi, ça va pas du tout dans le film. Et là, je trouvais que justement, il dépassait ça un peu. Il dépassait le côté, c'est juste un gamin de 16 ans, je sais pas quel âge il a, 17. 17, ouais. Euh, ouais, ça dépassait un peu ce côté et qu'il y avait un truc beaucoup plus sombre et qu'à la fin, de fait, enfin, à la fin et même au début, avec May qui lui dit de pas tuer tout le monde, là, enfin, de pas les renvoyer. Le fait qu'ils comprennent qu'il faut aider tout le monde et même à la fin qu'il aille pas voir MJ, qu'il aille pas voir Ned, ça montre quand même qu'il a pris une certaine maturité qu'il n'avait pas avant, je trouve. Ah ouais, mais carrément. C'est juste que c'est dommage que ça arrive seulement dans le 3e film, en fait. Tout arrive trop tard en fait. C'est vrai, ça arrive trop tard. Tu vois, sur le papier, bah, c'est vraiment bien, quoi. C'est juste la manière dont c'est raconté qui me convient pas du tout, en fait. Je comprends. Pareil, alors effectivement, ça fait extrêmement plaisir de revoir du coup les Spider-Man de Tobey et de Andrew. Mais et justement, c'est ce que je voulais dire un peu de manière détournée tout à l'heure. Quand on les voit sous la caméra de John Watts, on se rend juste compte à quel point Ouais, le cinéaste, le réalisateur a un impact sur un film parce que ils ont l'air tout nuls en fait dans No Way Home, alors que dans les films de Rémi ou de Mark Webb, c'était génial, quoi. Les déplacements, les mouvements de caméra et tout, c'était la dinguerie. les mouvements de caméra de Raimi qui sont quand même iconiques, Ah les ouais. petits trucs rapides là. Là, tout le climax sur la Statue de la Liberté dans No Way Home, c'est affreux, vraiment. Enfin, Mm. donc pour moi, c'est une grosse occasion manquée. Après, je peux comprendre que. Alors, il me semble que toi, tu l'as vu au Grand Rex, Ouais. donc ambiance de fou et tout. Mm. Moi, personnellement, je supporte pas ça. J'ai cru comprendre. Et en Moi, fait, c'est plus mon truc, comme tu peux l'entendre à ma voix.
Ouais, ouais. Et en Voilà. fait, justement, par rapport à ça, le film, en fait, pour moi, c'est pas un film de cinéma, en fait. C'est plus proche de l'événement sportif que Mm. du film. C'est le Grand Rex, quand on voit les images un petit peu qui ont été mises sur les réseaux sociaux, ça fait plus penser à la finale de la Coupe du Monde que à des gens qui regardent un film, en fait. Mm. Le Grand Rex, c'était le zoo, hein. Tu sais, il y a un mec qui a déchiré son t-shirt, apparemment. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré pour un film, quand même? Bah, en fait, moi, personnellement, je trouve que ça permet d'être beaucoup plus. Moi, je me sens beaucoup plus impliquée dans le film, en fait. Parce que tu sais, t'es là et tu vois le truc et t'as envie de te dire waouh, bah tu dis waouh. Enfin, je trouve qu'il y a un truc de. Moi, c'est aussi pour ça que je vais au cinéma et que je regarde pas les films chez moi sur mon téléphone. C'est parce que tu te sens plus connecté aux gens, en fait. Moi, j'aime ressentir que je partage une expérience avec des gens et que les gens, tu sais, merde, il y a un truc de, pas de communion, mais de connexion qui se crée que t'as pas sinon, et je trouve ça bien. Puis je Ah ouais, vois ce que mais tu veux dire après non, en fait, je suis d'accord que. avec toi, mais je trouve qu'il y a une limite, en fait. Et typiquement, pour moi, alors moi, dans mes salles, c'était pas comme ça. Enfin, il y a eu des applaudissements quand Andrew et Toby arrivent. Mais donc, enfin, pour moi, ça allait. Mais quand je vois les images du Grand Rex, pour moi, c'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Ouais, je comprends. Et pour autant, typiquement, pour la séance de Endgame, moi, là où j'étais, cette communion, elle a eu lieu, mais ça n'a pas été le zoo, en fait. Ouais, C'est-à-dire que bah, à la scène des portails ou au moment où Cap, alors gros spoiler pour Endgame, hein, mais bon, voilà, si vous l'avez pas vu, moi je comprends pas. Au moment où Cap attrape le marteau et à la scène des portails, alors ça n'a pas été la foire, mais j'ai senti le frisson dans la salle, tu vois. ouais, je vois. J'ai senti les gens qui faisaient, tu vois, enfin, vraiment, il s'est passé un truc et ça reste un super souvenir de séance de cinéma. Mais pour moi, ça suffit pas pour faire un grand film derrière, en fait. Oui, je comprends. Voilà. Pour moi, le film doit provoquer des émotions par lui-même et pas dans le contexte où je vais le voir. Ah oui, bah moi, le film a provoqué des émotions. Tu pourras demander à Doka, qui était à côté de moi, qui m'a vu pleurer pendant littéralement 20 minutes. Ah, mais Non, je me doute bien que ça provoque des choses, tu vois. Après, je pense qu'il faut. Bah, du coup, ouais, en fait, il faut peut-être séparer un petit peu la séance en oui, elle-même et ce qu'elle peut provoquer et le film, lui, ce qu'il provoque vraiment, en fait. je comprends. Voilà. En fait, c'est aussi un peu ça, tu vois, genre, je vois plein de critiques sur Twitter, surtout, tu sais, les cinéphiles un peu aigris, là, Ouais, c'est un monde à qui... part aussi. Ah ouais. Et en fait, c'est que des trucs que je remarque aussi, que je peux entendre. Enfin, en vrai, moi, au-delà de ça, je suis très, très film d'auteur, je vais au cinéma, enfin, je passe ma vie au cinéma, j'adore ça, tu vois. Et en fait, là, j'ai juste décidé que, en fait, tu vois, déjà, je vais voir un Marvel, j'ai pas les mêmes attentes que quand je vais voir un Scorsese. Et en plus, en fait, le film, il m'a rendue trop heureuse et il m'a fait ressentir des tas de trucs. Et en fait, pour moi, c'est ça que j'attendais du film. Et après, j'ai décidé que il y avait des défauts, mais que ça, c'était pas ça que j'en attendais, en fait. Je savais, en allant voir un John Watts, que je verrais pas un truc beau, quoi. Ouais. Bah, du coup, j'en profite pour faire un petit coucou à Rami, si tu nous écoutes, parce qu'on discutait de très exactement ça bah, hier soir et ce matin, en fait. Et du coup, je lui disais que moi, les films du MCU, je vais les tenir exactement au même standard auquel je tiens les autres films, en fait. Parce que quand je vais au Mm, cinéma, je mm. veux voir des films et j'ai envie que le MCU me propose des films. Donc, du coup, s'il faut Oui, tailler le film parce que, voilà, ben, je le taillerai comme j'aurais taillé n'importe quel autre film, en fait. je comprends. Après, Et pour le faut pas y coup, voir une attaque envers les fans ou quoi, hein. C'est juste. non, 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 je comprends, je comprends. Voilà. Et en fait, c'est un peu plus une exception, No Way Home, parce que par exemple, j'ai pas du tout aimé Black Widow. Et surtout pour des raisons de réalisation, en fait. Et pareil, Eternals, par exemple, que j'ai quand même beaucoup apprécié. Il y a plein de trucs de réalisation que j'ai trouvé qui marchaient pas trop. Enfin, moins que d'habitude, quand même, parce que Chloé Zhao, bah voilà, quoi, ça marche bien ce qu'elle fait, je trouve. Euh, En général, en vrai, mais même pour Star Wars, par exemple, beaucoup, surtout sur les derniers, que bon, c'est pas trop mon truc. Ouais, moi non Euh, plus. j'ai des standards. J'essaye d'avoir les mêmes standards, mais là, en fait, tu sais, ça m'a trop fait quelque chose. Je pouvais pas. J'ai décidé qu'au pire, c'était pas grave.
Après, franchement, les critiques, je les entends et genre, on voit des gens sur les réseaux qui sont là, genre, c'est le plus grand film de tous les temps et tout ça, et faut se détendre un peu, quoi. C'est pas le plus grand film de tous les temps. Ouais, non, ça Mais c'est sûr. C'est même pas le meilleur film Spider-Man, alors. le meilleur film Spider-Man, c'est Into the Spider-Verse. Ouais. Ah, pour moi, Ouais. ouais, franchement. Alors, à égalité peut-être avec Spider-Man 2, mais C'est mon top 3 du coup. Je sais pas encore dans quel ordre, mais c'est Spider-Man 2 et Into the Spider-Verse et No Way Home. ok. Mon Way il serait un peu plus bas quand même. Bref. Ah non, mais Into the Spider-Verse, c'est le supérieur. Oui, clairement. Et du coup, tout ça, ça pose beaucoup de questions sur le rapport qu'on va avoir au cinéma et à ce que doit être du coup une séance de cinéma. Mm, D'un côté, je demanderais, en fait, j'ai envie de calmer tout le monde, en fait, de dire aux gros fans un peu hardcore d'avoir un peu de lucidité sur ce qu'ils peuvent mm, mm. regarder, de ne Attends pas 2 secondes. de pas se Ouais. laisser aveugler par la séance de ouf qu'ils peuvent avoir. Et en même temps, j'ai envie de dire aux cinéphiles aigris de Twitter de redescendre un petit peu et Ouais. de ne pas présumer de ce que font les gens en dehors de ces films-là, en fait. Parce qu'on peut très bien beaucoup s'amuser sur un film du MCU tout en étant clairvoyant sur les défauts que ça peut avoir et tout en aimant beaucoup les films d'auteur, quoi. Enfin, y a pas de raison, en fait. Ouais, bah voilà, c'est ça. Faut que tout le monde se nuance en fait. Ouais. Et surtout, c'est pas la peine de se sauter à la gorge, en fait. Parce que c'est pas en c'est pas en se moquant des fans sur Twitter qu'on arrangera quoi que ce soit De ouf. sur le cinéma, en fait. Donc, Bah non. En fait, il faut accepter. Puis aussi, moi, surtout, j'en ai vu plein sauter à la gorge des gens qui avaient aimé, genre, ouais, vous êtes esclave du consumérisme et tout ça, tu vois. Faut accepter qu'en fait, à la fois, faut arriver collectivement qu'on arrive déjà à nuancer nos points de vue, mais aussi qu'on arrive à accepter qu'il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas et que c'est pas toujours une attaque personnelle, quoi. ouais, c'est ça. Bon, bah On est sur, d'accord. t'as des choses à rajouter? Je crois pas. Je pense que j'ai tout dit. Ok. Voilà. Bon, bah sur ces très belles paroles où on essaye un peu de réconcilier tout le monde, je vais aller chercher, je vais aller récupérer Zerlock. Je suis de retour, Ah, voilà. Salut. en espérant On ne a pas changé jouer le un monde. mauvais On a tour. réconcilié les cinéphiles, les fans de Marvel. Oula! Ah oui, vous êtes lancé dans un vaste projet. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, j'ai hâte d'écouter ça dès que j'aurai. Je serai allé voir ce film au cinéma. Ouais. Bon bah voilà, c'est tout pour pour la partie actu. Donc là, c'est le moment où je mets la petite musique et tout. Donc non, je vais mettre une des musiques de Belle pour bien vous donner envie Ok. d'aller voir le film. J'ai Voilà. trop envie d'aller le voir, t'as pas besoin de me convaincre. Parfait. Et bah, du coup, on va passer un peu au top de l'année. On va faire un petit bilan culturel de cette année 2020. Année 2020 qui a été dans la continuité un petit peu de l'année 2020. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? T'as Ouais, dit année 2020 dans la 2021, continuité. 2021, c'est dans la continuité de 2020. Voilà. Très Voilà. bien. Et donc, le Covid, les confinements, les couvre-feux, tout ça, voilà, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, il y avait la culture pour nous maintenir un peu à flot, Belle pensée. sans mauvais jeu de mots. Et donc, alors, pour ce bilan culturel, moi, j'ai proposé, en fait, du coup, à mes camarades, de premièrement parler d'une œuvre hors littérature qu'ils ont appréciée cette année. Et ensuite, de faire un petit top 5 de leur lecture de cette année. Donc, bah, moi, évidemment, je me suis aussi plié à l'exercice. Sachant qu'on Et ne s'est pas concerté, voilà, donc il y aura peut-être des choses en commun, on ne sait pas, hein, selon c'est les possible. lectures de chacun. Voilà, donc une bonne occasion de revenir un petit peu sur ce qui aura marqué notre année à tous les trois. Donc, on va commencer avec les œuvres hors littérature qui nous ont marqué cette année. Qui veut commencer? Je commence pas parce que sinon je vais pas pouvoir m'arrêter. Ok. Alors, on est d'accord qu'on est dans le fameux. Alors, comment tu avais appelé ça machin culturel. Produit culturel. Voilà, produit culturel hors bouquin. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ça va peut-être pas être très original et c'est surtout pas très ancien puisque ça date d'il y a à peine quelques semaines.
Mais le truc qui m'a le plus séduit, que j'ai le plus aimé, dans lequel je suis tombé sans pourtant avoir été hypé outre mesure avant, et je suis vraiment tombé dedans par hasard presque, c'est Arcane. La Ah, série animée Yes. dans l'univers de League of Legends là, qui a été fait par Netflix avec le studio d'animation français Fortiche, je crois, Ouais. oui, Fortige. qui vraiment, enfin, alors je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, comment il s'appelle, Dokkan? Non, c'est qui avait fait C'est Vestri qui en avait parlé, je crois. C'était Vestri qui en avait parlé, voilà. Et à l'époque, je n'avais pas fini, je crois encore. Et bon, c'est très clairement, ça aurait été top 1 si j'avais fait un truc tout univers confondu avec les bouquins même mélangés. C'est vraiment été la grosse claque de l'année. C'était génial. Je ne sais même pas trop quoi en dire. Je pense que tout le monde l'a vu. La musique me reste en tête. Je crois que la musique du générique fait par Imagine Dragon, j'ai dû l'écouter 2000 fois depuis la fin de la série. Ah ouais, pareil, mais là, Euh, j'écoute la BO en travaillant tous les jours, là, c'est... c'est De exceptionnel, le ouf. son est ouf, enfin, le dessin, le style, le combat sur le pont entre. Alors, j'ai jamais les prénoms parce que je suis nul, mais entre. C'est qui? C'est Jinx et le gars là, qui vole sur son skate. Merde, j'ai oublié son nom. Victor. Echo. Victor. C'est Victor, Non, Nico? non, c'est Echo. Ah oui, Le gamin Echo. sans skate, c'est Echo. Non, mais je Ouais, connais que voilà. 2 prénoms en fait. Donc, Ah. Tu l'as sorti, mais le combat où on les voit chacun à leur tour, enfants en train de s'entraîner, puis maintenant où ça rigole moyennement. Waouh, cette scène-là, elle est folle, tout est fou. Non, franchement, c'était, bah, je veux pas faire de plombe dessus, mais c'est la grosse claque de l'année pour moi. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein. Alors moi, je l'aurais pas cité là, mais voilà, dinguerie, quoi. Et puis, ça, je pense que ça a un peu pris la planète de surprise parce que. Alors, moi, personnellement, je suis pas un joueur de LoL. Du coup, j'avais absolument pas suivi le projet. En fait, j'en avais un petit peu rien à foutre. Et même quand c'est sorti, bah, voilà, j'avais pas prévu de regarder, quoi. Et au vu des retours, je me suis dit, bon, bah, on va y aller quand même, on sait jamais. Et voilà, grosse claque, quoi. Mais vraiment. Et ça me permettra justement de faire le petit parallèle avec Spider-Man, là, par rapport à ce qu'on disait avant. L'histoire d'Arcane, en soi, elle est super classique. Il y a rien de... Enfin, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de spécialement surprenant. Par contre, c'est raconté avec la manière, mais que ce soit la mise en scène, l'animation et tout, c'est juste excellent, en fait. Et justement, c'est là qu'on voit comment une bonne mise en scène et une bonne réalisation, ça permet d'élever un script qui, parfois, peut être assez classique. Il y a une objection à ce que je viens de dire ou... Non, 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 vraiment, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, franchement, je te dis, c'est la claque. Pour moi, c'est la claque de l'année, peut-être même plus si je remonte sur quelques années, quoi. C'est énorme. Ok. Bah, du coup, on va continuer. Bah, du coup, c'est moi qui je vais vous présenter ma petite pépite de cette année. Alors, je vais vous parler d'une série. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas encore terminée. Je suis au début de la saison 4. Je vais essayer de finir ça là pendant les vacances. C'est une série qui, si elle se maintient comme ça jusqu'à la fin, va terminer top 1 de mon top série, mais de all time, quoi. Je vais vous parler de Mister Robot, Ah la oui. série de Sam Esmail, avec Rami Malek, que vous connaissez bien normalement si vous avez vu le dernier James Bond ou Bohemian Rhapsody. Donc série aussi avec Christian Slater et plein d'autres. Donc cette série, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'un groupe de hackers qui va s'attaquer à un conglomérat fictif des États-Unis. Donc c'est une espèce d'entreprise maléfique qui est censée un peu représenter toutes les entreprises maléfiques des États-Unis. Donc c'est une sorte de parallèle avec Amazon et tous les trucs comme ça. Et donc cette série, c'est la dinguerie, quoi. Enfin, que ce soit au niveau du scénario, des thèmes abordés et de la réalisation, pour moi, c'est quasiment du jamais vu en série. Il y a une patte qui est reconnaissable tout de suite, que ce soit en termes de photographie ou dans la manière dont Sam Esmail va
composer ses plans. C'est-à-dire que c'est pas des plans classiques, en fait, on a rarement les personnages bien centrés et tout. Des fois, on les a dans le coin de l'image ou des trucs comme ça. Vraiment, il faut voir la série pour le comprendre, ça. Et du coup, quand on voit quelques images de Mister Robot, on sait que c'est Mister Robot. C'est assez incroyable. En plus de ça, même au-delà de ça, il se refuse rien quoi, en termes de réalisation. Il y a un épisode, par exemple, qui est en plan séquence du début à la fin. Alors évidemment, c'est un faux plan séquence, on peut un petit peu voir les raccords, mais il y a quand même une prouesse à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est incroyable. La série, elle va parler notamment forcément, vu que ça parle de conglomérat et tout, ça va parler de capitalisme et de toutes les dérives qu'il peut y avoir autour de ça. Ça va parler d'anarchie, ça va aussi parler de maladie mentale. Donc il y a vraiment aussi un cast de personnages qui sont tous super attachants. Il y a des rebondissements, des moments de tension, mais super forts. Enfin, vraiment, c'est ouf. C'est ma grosse claque de l'année. Peut-être aussi un peu comme toi, Zarlock, pour Arcane. C'est une de mes. Si je remonte même sur plusieurs années, c'est une claque vraiment immense. Donc je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à aller voir ça. C'est disponible sur Prime et sur Netflix. Donc vraiment, c'est accessible. Donc il n'y a aucune raison de se priver. Voilà, c'est tout pour moi sur Mister Robot. Moi, je connais, j'ai regardé, je crois, le premier épisode. Et je ne sais plus pourquoi j'ai pas continué, parce que j'avais bien aimé. Mais ça devait être dans une période, comme d'habitude, je commence toujours à regarder des séries, enfin, à l'époque, au moment des examens. Tu sais, c'est toujours la bonne idée. Ah, la bonne idée, Et ouais. puis, il s'avère que très certainement, il a fallu que je révise par la suite et j'avais dû passer à autre chose. Mais j'avais bien aimé le premier épisode. Bon, après, voilà, j'avais vu que ça. Mais ça me donne envie peut-être de m'y remettre très certainement. Ah, il faut pousser, hein. En plus, ça monte en puissance tout le long. Donc, ok, et du coup, on va passer à la Ok, recommandation de Jeanne. qui ne serait surprise pour personne, hein. Non. Euh, pour ceux qui me connaissent, donc je vais parler bien sûr de Dune de Denis Villeneuve. Oui. Enfin, ok, je sais même pas par où commencer tellement c'est un chef-d'œuvre. Bon, on va commencer par le commencement. Donc moi, je suis une très 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 grande fan de Dune depuis 3 4 ans. Je sais plus, voilà, j'ai lu tous les livres, fan hyper hardcore, j'étais à fond tout le temps. Voilà, et ensuite on a appris qu'il allait avoir le film, ensuite on a eu les images du film, et en fait, Dune a toujours eu la réputation d'être inadaptable, que ce soit le film de Lynch qui a été un échec complet sur de nombreux plans, ou le Dune de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour. Et donc, tout le monde pensait que Villeneuve allait se rater parce que c'était pas possible. Et moi, plus j'ai vu les trailers, plus j'ai eu confiance. Mais je m'attendais pas en fait à ça parce que je pense que vous le savez, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous êtes en train de vivre avec La Roue du Temps. Je sais pas, je suis pas trop ça, mais voir une œuvre qu'on aime à ce point être adaptée de manière hyper fidèle et hyper dans l'ambiance, c'est un sentiment fou. Et je pense que Denis Villeneuve, c'était un très très bon choix parce que c'est un très bon réalisateur. Il a vraiment une patte graphique qui est assez intéressante. Et en fait, je pense que il a un équilibre qu'il fallait pour Dune que Jodorowsky, par exemple, il n'avait pas parce qu'il n'avait pas du tout de modestie face au matériel. En fait, il a voulu, pour se combattre au suivi, il a complètement en fait remanié l'histoire et ça a été très très dur. Frank Herbert, il s'est désolidarisé du projet. Et en fait, du coup, il n'avait pas du tout cette modestie face à Dune que Villeneuve, il avait. Villeneuve, il a voulu adapter Dune, en fait. Et il se rendait très bien compte que c'était une histoire qui a eu un impact sur littéralement toute la pop culture et toute la littérature depuis 1969. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il raconte, il y a 2 éléments qu'il a dit en interview qui pour moi ont fait que c'est ce qu'il fallait faire, qu'il retournait toujours au livre dès qu'ils avaient un doute et aussi qu'il a fait le film pour une seule personne et que c'est lui. Et cette phrase, ça m'a marqué. Et en fait, Villeneuve, donc il est fan du livre depuis qu'il a 14 ans et je ne sais pas si ça se sent quand on n'a pas lu les livres, mais quand on les a lus, ça se sent tellement. Parce qu'au-delà de la réalisation et des personnages et tout ça, il y a une quantité de foreshadowing
qui est juste dingue. Genre, il y a plein de petits détails qui, quand tu connais, moi, je les ai vus, je pense à la souris surtout. Et pour vous utiliser un peu le scarabée sur Duncan, voilà, qui était vraiment très, très bien trouvé. Beaucoup de trucs qui sont très bien trouvés. Un casting qui était parfait pour moi. Genre, j'ai rien à y redire. Ils sont tous nés pour leur rôle. La réalisation je l'ai trouvée très impressionnante. Pour le coup, justement, on en parlait au début avec No Way Home, les effets spéciaux, je les trouve très, très réussis. Je pense au Ver des Sables, surtout, qui a quand même un grand potentiel de laideur. Enfin, c'est un verre, quoi. Voilà, et qui était plutôt réussi. Et voilà, je pense que j'ai encore trop de trucs à dire, donc je vais m'arrêter là. Mais pour moi, vraiment, c'est une réussite et ça ouvre des horizons très, très prometteurs avec la partie 2 et potentiellement le Messie de Dune. Apparemment, ils veulent le faire. On verra si ça marche. Mais pour moi, ça ouvre la porte à peut-être la saga de notre décennie. Voilà, Ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein. Alors moi j'adore Dune. j'ai pas lu les livres. Tu dois. J'ai pris la décision d'attendre les films avant de lire les livres parce que Ok, du coup c'est Villeneuve qui m'a moi du coup pris par la main pour rentrer dans cet univers et du coup j'ai envie de voir sa vision jusqu'au bout sans je un petit peu comprends. me parasiter par les livres du coup que je lirai avec grand plaisir ensuite. Mais attends, parce que c'est adapté de manière très fidèle, mais il y a un plot twist dans la partie 1 qu'il n'a pas mis. Donc, lis pas le livre tant que tu n'as pas vu la partie 2, du coup. Genre, attends vraiment que tout soit fini. Ok. Et ouais, moi je pense que Dune ça sera mon top 1 des sorties ciné de cette année, hein, très Ouais, moi clairement. aussi. Donc Moi, très clairement aussi. Pas de bon. pour moi, ça a le potentiel d'être pour la décennie 2020-2030, ce que le Seigneur des Anneaux a été à la décennie 2000-2010. Mm. Là, Mm. assez clairement. J'oserais même dire Star Wars. Pour avant, du Ouais. coup. Oui. Génération précédente. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord. D'une, pareil, grosse claque. Je connaissais le nom depuis très longtemps. Je m'étais pas mis dedans parce que plus, je sais même pas pourquoi d'ailleurs, mais j'avais jamais osé puisque en fait j'ai entendu beaucoup parler du fameux projet avorté, tout ça. Et puis ça me paraissait énorme, alors que bon, je me suis mis à la roue du temps, donc dans le genre énorme, on s'y connaît. Après, Dune, Mais c'est compliqué, hein. ouais, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon, ça normalement ça me fait pas peur, mais là il se trouve en l'occurrence, j'avais pas tenté ma chance. Et là, le film qui est sorti, très clairement, c'est un des prochains trucs que je dois lire, quoi, très Trop cool. concrètement. Et puis, on commentera tout ça quand on le lira et quand on ira voir les films sur le Discord, hein. Super. Non, mais c'est ça aussi que je trouve qui est très réussi, c'est que je pense que le Dune de Jodorowsky, par exemple, donc, il a complètement remanié le truc et il est parti un peu dans un délire mégalo, genre Paul était joué par son fils. Du coup, il y avait une idée de la succession et tout ça, enfin, que des trucs trop bizarres, complètement barrés. Ils étaient tout le temps, bref, trop bizarre. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je pense que ça aurait jamais amené autant de lecteurs à Dune que ça a amené aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, là, tous les jours, je vois sur Twitter des gens qui sont en train de lire Dune et qui sont en train d'avancer dans la série et tout ça. Alors qu'avant, moi, je me rappelle quand je suis allée acheter le tome 2, le libraire, il était trop choqué parce que d'habitude, personne ne dépassait le tome 1. Et je pense que ça permet aussi à énormément de gens de faire découvrir les livres qui sont quand même un pilier de la science-fiction, surtout de Star Wars, hein, on va pas se mentir. Et c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, que ce soit Oui. sur Discord ou dans le podcast, je pense. Yes. Euh, si le Euh, podcast continue sur plusieurs années, il y aura le prochain film. Ah on Oui, espère tenir jusque-là, hein. Et d'ailleurs, Ça serait beau. bah ouais, et après, ce sera à vous de tenir la baraque pendant un certain temps, hein, donc Ouais, ouais, on se relayera. faudra que vous assuriez pendant que moi je serai occupé ailleurs. on assurera, t'inquiète. Yes. D'ailleurs, je viens d'y penser là, mais on l'a évoqué, on l'a évoqué juste avant, mais le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau fête ses 20 ans, très exactement aujourd'hui. Oui, j'ai vu que tu avais mis le truc tout à l'heure. Ouais. Oui.
Donc le film, il est sorti en fait le 19 décembre 2001. Voilà, donc ça nous rajeunit pas tout ça. Je 19 pense, décembre 2001. ouais, C'est fou. eh oui. Ça veut dire, Donc, attends. ça veut dire qu'il y a des gens, alors Ça veut Jeanne, dire que je la sais. même année, en 2001, il y a eu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux au cinéma, quasiment la même semaine. Ah oui, oui, ils étaient en concurrence assez souvent. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, Incroyable. j'étais un peu plus jeune. J'avais quel âge? J'avais 7 ans. Du coup, j'étais plus team Harry Potter, du coup, à l'époque. Et à la télé, il y avait encore les émissions qui détaillaient un peu le box-office des semaines et tout. Et du coup, à chaque fois, tu avais Harry Potter qui se faisait écraser par le Seigneur des Anneaux. Et Ouais. moi, j'étais dégoûté. Et du coup, quand j'ai vu les films après, j'ai fait ouais, non, bon, ok, c'était mérité en fait. Ouais. Ouais. Moi, 2001, je regardais pas encore la télé, mais pourtant, je devais avoir le même âge que toi, parce que ouais, c'est ça, je devais avoir 7 ans. Et j'ai découvert les Harry Potter peut-être un ou 2 ans après. Et le premier Seigneur des Anneaux que j'ai vu, je l'ai vu l'année où je suis allé voir Harry Potter 3 au ciné, donc 2004-2005. Et j'avais regardé les Seigneurs des Anneaux à cette époque-là en DVD, je me rappelle. Donc ouais, c'est le début des années 2000. C'était quand même, quelle époque? À l'époque, Quelle époque? Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est clair, hein. Non, mais on a eu Enfin, bon, après, nous, on était légèrement jeunes, mais ceux qui avaient plus une quinzaine d'années, vingtaine d'années en 2001, ils ont dû se régaler, quoi. Ouais, clairement. Bon, bah voilà, c'est tout pour nos petites recos culturelles de 2021. Voilà, donc très très belle année encore. Il y a eu beaucoup de belles choses. Tiens, je vais en profiter. De toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. J'en profite pour faire une petite mention à la Zack Snyder Justice League, qui a été un petit peu la grosse explosion là en début d'année. Je pense qu'on en reparlera une autre fois, mais voilà, je voulais le mentionner aussi hein, parce que c'était une sacrée histoire sur ces dernières années. Et moi, j'étais très, très, très content de pouvoir voir ce film enfin. Mhm. Voilà. Voilà, donc du coup, on va passer à notre top de cette année. Donc de nos Ouais. lectures de 2021. Let's Alors, go. pas les livres sortis en 2021, mais les livres qu'on a découverts en 2021. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse, chacun donne le numéro 5, chacun le numéro 4, etc., jusque le fameux top 1. Ok. OK? Très bien. Alors, je vous propose de commencer pour ce numéro 5 parce que j'ai pas grand-chose à en dire, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, mon top 5, c'est Diamant de Vincent Tassi. Et le livre, du coup, j'avais présenté dans le tout premier épisode du podcast. Mm. Tout à fait. Voilà, donc du coup, si vous voulez vous souvenir un peu de ce que j'en avais dit, vous pouvez retourner voir le premier épisode. Voilà, ça permet aussi de faire de l'autopromo, c'est pas mal. C'est ça. Allez regarder nos vidéos d'il y a 6 mois. Voilà. Ok, qui prend la suite? Bah, vas-y, j'y vais. Bon, mon classement est un peu dernière minute et c'est quelque chose qui sort un peu euh, globalement du thème du podcast. J'ai beaucoup hésité, j'ai mis Flippette et Vénère, la BD de Lucrèce Andréae. Donc, c'est une autrice française. C'est une BD qui a dû sortir cette année ou en 2020, je crois. Et c'est sur le militantisme, en fait. Et deux sœurs, dont une qui est très, très engagée et une qui est complètement dans sa bulle parce qu'elle n'ose pas se confronter aux horreurs qui peut, 1, 2, 3, peut y avoir dans l'actualité. Et en fait, l'autrice dit que c'est deux faces d'elle-même et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée déjà par rapport à la relation sœur-sœur qui j'ai trouvé très très bien décrite et très réaliste de comment ça peut se passer. Voilà, par rapport à l'aspect militantisme, qui est une part de ma vie qui est super importante. Et les couleurs sont absolument incroyables. Vraiment, genre. Donc, je sais que c'est pas trop l'ambiance de ici, que c'est pas du tout imaginaire, tout ça, mais vraiment, c'est une lecture que je recommande grandement. Voilà. Moi aussi, c'est cool de présenter des choses comme ça, hein. Ouais. Oui, parce qu'on lit pas que de l'imaginaire. Effectivement. Ouais. C'est bien, ouais, tout à fait. Du coup, alors moi, pareil, hein, le top 5, il a été un peu fait au dernier moment. Donc,
peut-être que dans quelques temps, quand je réécouterai cet épisode, je me dirai quand même, j'aurais dû faire un autre top. Mais je vais commencer du coup en top 5 avec une duologie écrite par, alors je ne sais pas le prononcer, Leigh Bardugo, l'autrice de, alors c'est Grisha, la saga qui est la plus connue. Et moi, j'ai lu Six of Crows, qui est donc une duologie qui se passe dans les bas-fonds de Ketterdam, une ville qui est, je crois, enfin qui ressemble en tout cas, d'après ce que j'ai compris, à Amsterdam. On est dans une ambiance un peu sombre avec des gangs rivaux qui essayent de récupérer des territoires dans cette ville et de les maîtriser. Et un jeune homme de la pègre, on peut dire en quelque sorte, qui s'appelle Kaz, va chercher puisqu'il est très ambitieux, à renforcer son pouvoir et il va être contacté pour réaliser un casse hors norme, puisqu'il est connu pour être très, très intelligent, très méticuleux. Et il doit kidnapper un riche, alors c'est pas un riche, c'est un savant qui est enfermé dans le palais de glace qui est réputé comme étant impénétrable. Et donc c'est l'histoire alors je ne sais plus exactement combien, mais 5-6 jeunes qui tentent de pénétrer dans ce lieu complètement impénétrable pour aller chercher ce savant qui, en fait, a découvert une formule, une potion en quelque sorte, qui permet de démultiplier les pouvoirs surnaturels de ce que sont alors je crois que c'est les Grishas qu'on les appelle, oui, c'est ça, qui sont les Ouais. magiciens, et qui constituent l'autre partie de la saga qui s'appelle Grisha. Et donc, cette drogue, quand elle tombe entre les mauvaises mains, bah forcément, elle va être utilisée de mauvaises fins, puisque les Grishas, quand ils consomment cette drogue, deviennent surpuissants, mais aussi à moitié fous, et ils peuvent être contrôlés, et donc bah, certains s'en servent comme des armes. Et donc, bah, très clairement, les jeunes, là, bah, leur but, c'est d'aller extraire ce savant pour le ramener à quelqu'un qui cherche à posséder ce pouvoir-là. Donc, c'est une ambiance qui est assez sombre. Alors, c'est du young adulte. Enfin, c'est décrit comme étant du young adulte. J'avoue, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en top 5, c'est parce qu'en effet, il y a certaines thématiques qui sont assez adolescentes. Mais il est quand même assez dur, le bouquin. Il y a certaines scènes qui sont un peu presque cruelles, quoi. L'ambiance est bien sombre. Il leur arrive pas que des joyeusetés, très loin de là même. Je crois que l'ensemble du bouquin, c'est horreur sur horreur qui leur arrive. Et franchement, bah, j'ai passé un bon moment. Je connaissais pas du tout cette autrice. Je connaissais pas du tout Grisha avant de lire cette série. On me l'a offert à Noël dernier. Donc c'est pour ça que c'est dans mon top de cette année. C'est parce que je l'ai lu en janvier. Donc maintenant, ça remonte un peu. Ça fait quasiment un an que je l'ai lu. Mais voilà, très, très bonne lecture quand même dans l'ensemble. C'était un bon moment. Donc voilà, à recommander. C'est vraiment pas mal, Six of Crows. Et je crois qu'une partie d'ailleurs de la... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une série qui est sortie sur Netflix qui est basée sur les deux, Grisha et Six of Crows. Et voilà, donc du coup, bah, si vous ne connaissez pas l'univers, vous pouvez toujours aller voir la série. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mais Je sinon, crois bah, qu'elle les est bouquins bien. sont pas mal. Ouais, la série est bien. Bon, bah voilà. Bah, J'ai Grisha, pas vu, mais apparemment, c'est bien. j'ai pas mal de potes qui ont lu et qui étaient fans de la saga dans sa globalité, qui ont dit que la série était pas mal. Ok. Moi, j'ai lu Shadow and Bone, j'ai pas du tout aimé. Ok. Voilà. C'est la même. C'est en fait la série de base. C'est Grisha, en fait, je crois. Ah, c'est la saga Grisha, d'accord. Ah oui, voilà, je savais plus comment ça se passait. C'est le premier tome de la saga Grisha et c'est trop, bah, comme tu disais, en fait, trop thématique adolescente. Ouais, Mais j'ai beaucoup entendu qu'en fait, Six of Crows, ça s'appelle, c'était beaucoup ouais, c'est mieux. ça. Bah, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai apprécié malgré le fait, en effet, que ce soit bah, c'est des ados et qu'il y a quelques thématiques qui tournent autour de ça. Mais c'est quand même très sombre, donc ça, on va dire que ça permet de relativiser ce côté un peu teenager, quoi. Mm, mm. Bah, je crois que la série est pas mal. Bon, voilà. En tout cas, c'est mon top 5 des lectures et c'est de la fantasy. Donc, si jamais, allez voir si ça vous plaît. Ok. Super. Bah, du coup, on va passer au top 4. Donc, on va pas forcément reprendre le même ordre, hein, on va mélanger un petit peu. Qui commence? Attends, mon top 4. Bah, vas-y, j'enchaîne, je Allez, continue. vas-y. Vas-y, enchaîne. Alors, normalement, j'avais mis dans ma liste, j'avais mis La Roue du Temps, tome 4. Alors, je le mets quand même, hein, voilà.
Oh, le Bon, tricheur! c'est une relecture, donc je n'en parlerai pas, mais le tome 4 est génial, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça aurait été mon top 2 si j'avais été autorisé par le grand maître à le mettre. Donc, Non. j'ai dû changer au dernier moment et j'ai décidé de vous parler. Alors, pareil, c'est pas de la fantaisie, loin de là. C'est la BD Marius de Marcel Pagnol, qui est dessinée par Sébastien Maurice et dont l'auteur est Serge Scotto et Eric Stoffel, je crois aussi, qui ont donc alors c'est une BD pour vous dire, je suis tombé dessus en mois de novembre en étant en vacances dans le sud-est dans ma famille. On est tombé dessus. La première de couverture était vraiment super jolie. J'ai beaucoup apprécié le dessin et il se trouve qu'on les a achetés. Et voilà, donc c'est une histoire de Marcel Pagnol, Marius, un fils d'un mec qui tient un café sur le port de Marseille, sur le vieux port, qui ne rêve que de partir et de s'embarquer sur un navire pour aller découvrir des lieux lointains. Et il se trouve qu'il est tellement omnibulé par l'idée de s'enfuir et de prendre la mer qu'il ne voit pas l'amour que lui porte Fanny, une jeune marchande qui habite à proximité et qui essaye désespérément d'attirer son attention en essayant de le rendre jaloux. Alors, pour le rendre jaloux, elle va lui dire qu'elle va se marier avec un vieux ami de son père. Enfin, vraiment, voilà, elle va essayer de lui montrer, enfin, de le faire en sorte qu'il revienne vers lui. Et ben voilà, j'ai passé un super moment. C'était 2 BD, je crois. Très super agréable, avec une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que voilà, enfin, une BD avec une thématique comme celle-là, bon, bah, je m'attendais à un truc un peu. Bon, j'imagine que les gens connaissent, ils connaissent Marcel Pagnol. Mais voilà, du coup, franchement, très good vibes, quoi. Très bon moment. Donc voilà, Marius de Marcel Pagnol à la base, qui a été fait en BD. Alors, mon top 4 à moi, c'est une lecture qui est tout à fait récente. C'est le dernier livre que j'ai terminé, en fait. Il s'agit des Chevaliers du Tintamarre. Donc, si vous me suivez sur Twitter ou que vous êtes sur le Discord, du coup, vous en avez entendu parler, hein, parce que je l'avais présenté. C'est de Raphaël Barda et c'est encore une fois un livre des éditions Mnemos comme Diamant. Et donc, ces chevaliers du Tintamarre, du coup, ils m'ont marqué en fait par le style de Raphaël Barda qui est absolument succulent. Il y a une verve hallucinante. Et donc, vraiment, en fait, c'est une aventure qu'on suit avec ces fameux chevaliers-là qui sont juste des gars de la rue, en fait. Hein. C'est un peu des bras cassés, ils sont un petit peu bêtes, un petit peu bofs, mais ils sont pleins de vie et ils sont super attachants. Donc vraiment, en fait, on va suivre leurs aventures, qui est en fait une enquête dans la ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, de leur univers. En fait, on va les suivre juste par pur plaisir d'être avec eux, en fait, parce que l'enquête en soi, elle est assez classique et pas plus intéressante qu'une autre, en fait, mais juste dans la manière dont c'est raconté et dans la manière dont les personnages vont interagir entre eux et vivre cette enquête, on a envie de les suivre, de savoir ce qui va se passer, ce qui va leur arriver, et on a envie de les acclamer et d'être derrière eux, quoi. C'est vraiment incroyable. En plus, c'est assez court, donc le rythme est vraiment intense. Donc vraiment, ça se suit super bien. Et moi, je le recommande vraiment. Hein. Donc, comme dit, lecture courte. Donc, c'est pas une saga à rallonge. Donc, vraiment, en plus, c'est super drôle. C'est un petit peu émouvant par moments et tout. Donc, vraiment, c'est super. Ouais, tu m'avais déjà hypé en m'en parlant la première fois sur Discord, là. Ça a l'air bien cool. Ouais, Ouais. c'est dans la liste. En plus, c'est le premier roman de l'auteur. Moi, j'étais impressionné quand j'ai appris ça. Je pensais qu'il était assez expérimenté, mais pas du tout. Et il y a un deuxième tome. Alors, si j'ai bien compris, c'est indépendant, en fait. C'est pas vraiment une série. C'est 2 histoires, en fait, dans le même univers et avec les mêmes personnages. Donc, il y a un deuxième tome qui est sorti cette année, je crois. Et je pense que ce sera une de mes lectures de 2022. Voilà. Et donc, il reste le top 4 de Jeanne. Alors moi, j'ai mis, et je regrette parce qu'il va falloir que je le décrive et que j'explique, La Horde du Contrevent de Damasio. Oh. Est-ce qu'il Euh, faut vraiment présenter l'ordre du contrevent? J'aimerais bien ne pas avoir à le faire parce que je trouve ça un peu indescriptible quand même.
Tu lis le résumé sur Internet. Mais c'est la solution. Je peux vous lire le résumé si je le trouve. Vas-y, Donc, vas-y. en vrai, donc moi, j'avais lu Aucun souvenir assez solide de Alain Damasio. Donc, encore, je triche parce que j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est pas 2021. Mais je l'avais lu il y a assez longtemps et j'avais trop, trop, trop aimé. Et du coup, j'ai lu La Horde du Contrevent et ça m'a mis une super claque. Donc, je voulais le résumer parce que indescriptible. Je voulais le résumer sur le site de la Fnac parce que je n'arrive pas à attraper le livre. En fait, il y a trop de livres dans ma bibliothèque et du coup, ils sont coincés entre eux en fait. J'en profite pour dire que si jamais vous aimez pas trop, enfin si c'est plus simple, il y a une adaptation en BD aussi que je n'ai pas lu. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais il y en a certains pour qui c'est plus simple de lire comme ça. Donc voilà, j'ai le résumé. La Horde du Contrevent, ce sont 23 individus, piliers, ailiers, traceurs, scribes, géomètres, formés dès leur plus jeune âge à l'aventure. À pied, ils braveront vent et marée à la recherche de l'origine du vent. C'est que ça le résumé. Bon. En même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, mais c'est juste hyper poétique. Il y a plein de petits trucs qui rajoutent à l'expérience, je trouve. Je pense aux pages numérotées à l'envers, parce que justement, du coup, ça s'appelle La Trace. Il remonte pour chercher l'origine du vent, et du coup, il remonte, et du coup, le livre est numéroté à l'envers, parce qu'au fur et à mesure, on se rapproche du zéro, l'origine. Voilà, j'adore. Et tous c'est aussi ça, j'aime trop, c'est un récit choral. On est dans les points de vue de tous les personnages, il me semble. Et voilà, qui sont tous représentés par un petit symbole. Donc voilà, franchement, à lire absolument. Voilà, Ouais, c'est le prochain livre que je lis après le tome 2 de la première j'ai loi. cru voir ça. Je me suis dit Ouais. que j'allais en profiter pour te convaincre. Ah non, mais là, ça faisait longtemps que je t'ai convaincu, mais en fait, je l'ai acheté en 2017. Alors, je me souviens encore, hein, parce que je l'ai acheté. On avait une semaine en fait d'échange dans une autre école quand j'étais étudiant. Et du coup, on était à Brest pendant une semaine. Et en fait, j'avais acheté là-bas parce on s'était baladé en ville. Il y avait une librairie et du coup, je l'avais pris. Parce que mes potes à l'époque, la plupart l'avaient lu et me hypaient pour le lire. Du coup, je l'avais pris. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas arrêté de repousser le moment de m'y lancer. Et là, j'ai dit, c'est bon, ça suffit. Il est grand temps de s'y mettre. Ok, et bien on va passer au top 3. Donc on rentre sur le podium. Donc vraiment les lectures les plus marquantes de cette année. Alors moi, je vais garder le mien pour dernier. Voilà, j'ai envie. Et donc, je sais pas, Jeanne, tu peux peut-être Allez, je commence, comme ça commencer du coup. j'enchaîne. Yes. Alors, du coup, on rejoint un peu nos thématiques de début d'épisode parce que j'ai mis en top 3 Venom, le, le comic du coup, et toute la partie qui a été écrite par Donny Cates. Donc, j'ai lu en mars, je crois, enfin en milieu d'année, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps là. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les comics Marvel, euh, les comics Venom donc, suivent le personnage de Eddie Brock, qui est un journaliste qui a un peu eu sa vie ruinée par Peter Parker, pour résumer, et qui est lié à une espèce un alien, pour faire très court. Et ensemble, ils forment Venom. Et moi, le run, il m'a bouleversée. Je l'ai découvert parce que Panini, ils ont édité un truc, ça s'appelle Le Printemps des Comics. Ils ont édité 10 récits à 6 euros. Et dedans, il y avait le premier tome de Venom. Donc, je l'ai acheté parce que c'était pas cher. Et j'ai juste adoré. En fait, il y a plein de trucs qui font écho à la santé mentale. Et il y a tout un truc d'espoir, en fait, parce que du coup, Eddie Brock, il est dans une situation qui est horrible et il est complètement perdu dans genre sa colère et tout ça. Et toute cette partie de la série, c'est juste sur comment il se relève et il passe de... Parce que théoriquement, il est considéré comme un méchant à la base dans l'univers Marvel. Et comment il passe de ça à héros et plus à la fin de la série. Mais je vais pas spoiler. Et voilà, très très bien écrit. Très très belle illustration aussi sur les premiers tomes par Ryan Stegman. Voilà, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ok. Zerlock, c'est à toi.
Alors ben là, moi, je sors de nouveau des univers fantasy, puisque je vais être sur alors on peut dire un thriller, je dirais un livre un peu policier, suspense, puisque mon top 3 c'est un livre de Michel Bussy. Je ne sais pas si j'ai besoin de le présenter, mais en 2020, c'était le deuxième écrivain français ayant vendu le plus de livres. C'est un mec qui a écrit d'ailleurs, qui écrit en ce moment de la jeunesse un peu fantasy, je crois. J'ai pas lu encore, mais ça s'appelle Néo. Et ça me donne bien envie d'y lire, même si c'est de la jeunesse, parce que j'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup sa façon de raconter et j'aime surtout beaucoup ses idées en termes d'écriture. Et là, en l'occurrence, le livre que j'ai lu, c'est en avril, je crois que j'ai dû lire ça. Et ça s'appelle Au soleil redouté. Alors après, moi, ça, voilà, c'est une thématique qui me touchait un petit peu parce que j'avais mes parents qui étaient en Polynésie française à ce moment-là. Et c'est une histoire qui se passe justement en Polynésie, sur les îles Marquises. Et c'est l'histoire de 5 femmes qui sont des apprenties autrices, en quelque sorte, et qui viennent suivre. Alors, à la base, elles sont lectrices et aussi voilà, apprenties autrices, puisqu'elles viennent participer sur l'île à des ateliers d'écriture. Elles ont gagné un concours pour des ateliers d'écriture avec un grand écrivain qui est censé voilà, les former, leur donner des pistes, etc. Et puis cet écrivain, il disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces plus que ça. Et pendant un moment, on va se demander s'il a disparu pour leur donner des idées, pour stimuler leur imagination, ou si au contraire, c'est une vraie disparition. Et donc, à partir de ce moment-là, va se poser la question de savoir s'il faut enquêter, continuer d'écrire, et puis tout ça dans un décor paradisiaque, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et ce bouquin, bon, bah voilà, c'était Michel Bussy, donc j'aime beaucoup, en Polynésie, donc voilà, ça me parle pas mal. Et puis au début, c'est gentil, ça se lit bien, c'est cool, comme d'habitude avec lui. Et puis les dernières pages, pouah, franchement, impressionnant. En fait, je suis rarement déçu avec Bussy. J'ai lu pas mal de trucs où déjà j'avais été super surpris par les techniques, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des techniques d'écriture, mais vraiment par l'imagination qui se ressentait dans des techniques qu'il utilisait. Et là, son twist final, qui n'est pas vraiment un twist scénaristique, mais vraiment un twist dans la façon de lire le livre, a fait que, bah, en fait, c'est un bouquin qui donne envie de le relire pour voir à quel point tout le long on est mené en bateau, alors qu'on a tout sous les yeux, mais que c'est tellement bien fait. Et on se dit, non, mais c'est pas possible. Il a dû faire une erreur quelque part. C'est impossible que tout le long, ça soit fait comme ça et qu'on ne s'en rende compte que maintenant. Et en fait, bah, tu peux relire le bouquin du début à la fin, même en le sachant. Là, en sachant le twist, on relit le bouquin d'une autre façon et on se rend compte qu'en fait, tout est cohérent et qu'en fait, entre le moment où on connaît le twist et le moment où on ne le connaissait pas, eh ben, on peut lire la même histoire et avoir complètement deux trucs différents. Et donc, c'était ultra impressionnant, j'ai trouvé. Et j'ai adoré la fin, j'ai trouvé ça complètement fou. Donc, voilà. Michel Bussy, Au soleil redouté. Comme ça paye pas de mine, j'ai envie de dire. C'est voilà, le bon bouquin où on sait qu'on va pas trop enfin, on va bien s'amuser. Et là, franchement, épatant. Tu donnes envie, hein. Ouais, j'ai noté. J'ai pris note. Ouais, ouais. Ok, et ben, du coup, je vais vous révéler mon top 3. On va revenir dans la fantasy et je vais parler d'un auteur qu'on a, je crois, pas encore évoqué aujourd'hui, mais qu'on est contractuellement obligé d'évoquer à chaque épisode. Non, pas ça. Si, voilà. Ce très cher Brandon. Voilà. Et donc, Brandon Sanderson, alors j'ai commencé à le lire l'année dernière, mais vraiment cette année, il aura marqué quasiment toute mon année de lecture, en fait. Et typiquement, tous les épisodes de podcast où je parlais d'un jeu vidéo au lieu de parler d'un livre, c'est parce qu'à côté, j'étais en fait en train de lire les livres du Cosmer et que je voulais pas en parler individuellement, en fait. L'idée, c'est qu'on fera un peu plus tard un épisode spécial Cosmer, en fait, où on reviendra un petit peu sur tous les tomes et toutes les sagas qui composent cette super saga. Donc moi, parmi tout ça, tous ceux qui sont sortis, parce que du coup, je les ai tous lus maintenant, j'ai sélectionné le livre des radieux,
qui est en fait le deuxième tome des archives de Rochard. Voilà, donc je ne vais pas forcément beaucoup plus le présenter. J'en dirais juste que c'est un livre qui... C'est le livre de la hype, en fait. Je dis toujours que Sanderson, c'est pas forcément le meilleur auteur, dans le sens où son style est un petit peu en retrait la plupart du temps. Par contre, quand il s'agit d'écrire des moments épiques, il sait quels mots il faut poser sur les pages, et c'est incroyable. Et donc, il hype, et c'est les frissons à chaque fois, c'est incroyable. Vraiment, si vous n'avez pas encore démarré les archives de Rochard ou Fils des Brumes, faut y aller. C'est vraiment la fantasy actuelle. Et j'ai trop hâte que ça soit adapté comme La Roue du Temps ou comme The Witcher pour que tout le monde puisse connaître l'auteur et qu'on puisse s'enjailler là. Franchement, le jour où Rochard ça va être adapté, mais ça va être le feu sur Twitter. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Moi, Voilà, je dis rien là-dessus parce qu'il est possible que dans quelques instants, je revienne dessus. Ah, bon, bah, voilà. C'était sûr, mais en même temps, c'est Sanderson, Et on c'est s'est bien la suivi hype. aussi cette année là-dessus. Donc, Ouais. Voilà, le top 3 de la hype. Eh bien, on passe au top 2. Donc, bah, du coup, pour suivre un peu notre petite tradition, là, je vais enchaîner. Alors, on va rester sur l'imaginaire, plutôt du fantastique. Je vais vous parler d'un classique de la littérature anglaise, parce que j'ai lu récemment le portrait du coup de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et donc, ce livre, vraiment, il m'a bluffé. Alors, je ne vais pas le présenter en détail. Le concept, il est connu, hein. On suit Dorian Gray, un jeune lord anglais, un peu hédoniste, qui va s'adonner à toutes sortes de plaisirs plus ou moins moralement acceptables. Et en fait, l'idée, c'est que c'est son portrait en fait, qui va porter sur lui tous les stigmates des vices et des péchés que le Dorian Gray réel, du coup, commet dans la vraie vie. Donc voilà, le concept, il est connu. Enfin, il est apparu peut-être dans des films, dans des séries, etc., notamment dans Penny Dreadful. Donc vraiment, c'est connu, je connaissais le concept et tout. Et en fait, le livre, il faut le lire quand même, parce que c'est juste excellent. Le style est incroyable. Donc il y a tous les débats autour de l'art, de la morale et de l'hédonisme. Donc la manière dont l'auteur va manier les thèmes et, euh, et du coup, le texte, le style, c'est vraiment fabuleux. Donc ça m'a bluffé à tel point que du coup, c'est mon top 2 de cette année. Et vraiment, je le recommande à tout le monde, même si vous connaissez déjà un petit peu l'histoire, même si vous connaissez le concept et tout, vraiment, il faut y aller. Encore une fois, c'est une lecture qui est assez courte, hein, ça fait, je sais pas, 150, 200 pages, donc vraiment, ça se lit bien. Et voilà, waouh. très bien. Noté. Noté. Voilà, c'est le top des recommandations. C'est ça exactement en fait. C'est pour préparer 2022. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, ça sera peut-être pas sorti pour Noël, mais Ah sinon, si, quand même. ouais, Là, c'est les ouais, bon vacances, bah j'aurai le temps alors, normalement. vraiment, si vous êtes à la bourre pour vos cadeaux, vous pourrez peut-être trouver quelques idées. Ouais. Yes. Ok, qui prend la suite? J'y vais. Allez. Alors, moi, sur mon tome 2, c'est une lecture de début d'année et j'ai choisi de parler de Carbone et Silicium, la BD de Mathieu Bablé, que vous connaissez peut-être pour Shangri-La, que j'ai personnellement pas lu. Mais Carbone et Silicium, je voulais le lire depuis très très longtemps parce que j'avais lu des très bonnes critiques dans la presse et j'ai pas du tout été déçue. Donc, pour vous résumer rapidement, c'est de la science-fiction post-apocalyptique. Donc, Carbone et Silicium, c'est des intelligences artificielles qu'ils ont créées par une entreprise et qui tentent en fait de s'échapper. Et à ce moment-là, ils sont séparés parce que Silicium, son but, c'est de voir la surface entière de la Terre. Et c'est absolument magnifique. C'est très, très bien écrit. C'est très bien dessiné. Les couleurs sont magnifiques. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des sauts dans le temps pendant toute la BD. Donc, on suit surtout Carbone, qui est donc resté, qui s'est fait abandonner par Silicium. Et il y a tout un truc autour de Silicium qui voit au fur et à mesure un pourcentage de plus en plus élevé de la surface de la Terre, ce que je trouve personnellement très, très poétique. Enfin, c'est super bien amené.
Et voilà, et au fur et à mesure, donc l'univers, la Terre, pardon, se délite de plus en plus et ça commence à être l'apocalypse totale et ça soulève des thèmes qui sont malheureusement de plus en plus d'actualité. On a beaucoup de trucs autour des migrants. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Migrants. Et les migrants, il y a tout un truc, des questions qui, je pense, seront posées dans quelques années autour des droits des intelligences artificielles. Enfin, c'est vraiment, à la fois, ça pose des questions et à la fois, moi, j'étais complètement emportée dans le truc. C'est une assez grosse BD, mais j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux et c'était fini, quoi. Voilà. En plus, un préface, postface d'Alain Damasio. Donc, on connecte tout au final. Ah bah super. C'est une BD, à chaque fois que je la vois en librairie, j'ai envie de l'acheter. Ah Et, non, non, c'est trop bien. et bah, Ça du vaut coup, trop le coup. tu m'as convaincu et je Yes. pense que je vais aller la chercher la prochaine fois que je la vois. Je pense que ça va partir direct. J'ai réussi. Ah yes. Ah vraiment là, les tops là, C'est c'est vraiment vraiment, la ouais. liste de Noël là, c'est bon. Ouais, c'est Ah, ça, vraiment. clairement. En fait, l'année prochaine, je serai là et mon top, ce sera vos tops, en fait, parce que j'aurai tout lu. On espère, c'est qu'on a plutôt bon goût alors. On Ouais, recycle. yes. Eh bien, pour moi, donc pour terminer le tour du top 2, je vais vous parler de Seul sur Mars d'Andy Weir, que j'ai découvert cette année, aussi bien le livre dans un premier temps que le film par la suite. J'ai lu le bouquin, pareil, j'ai dû lire ça en mars à peu près, donc plutôt début d'année. J'en avais entendu parler sur un vieux podcast fait par Brajlon, enfin je sais plus exactement, mais où j'avais entendu parler de cette histoire, comment le livre est arrivé chez Brajlon, l'auteur qui était un mec surdoué qui a fait ses études, enfin vraiment des études de fou furieux pour pouvoir potentiellement travailler pour la NASA. Et ce mec, en plus d'être brillantissime visiblement, et en plus un auteur excellent, puisqu'il a écrit Seul sur Mars, son premier bouquin, qui a juste donné un film avec des acteurs comme. Alors, c'est qui j'ai toujours un doute, c'est Matt Damon? Matt Damon. Ouais, c'est ça, Matt J'ai cru que tu allais Damon. faire une blague sur le fait de oui, bon, il est pas très connu et tout, mais Ouais, c'est ça, elle est pas trop connue. Ouais. Non, 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 au final, il voilà, se souvient juste. pas du prénom. Ouais, ouais. Non, je suis toujours très, très nul. Je pense que les gens qui nous écoutent un peu souvent vont se rendre compte au fur et à mesure, mais ouais, les noms et moi, surtout les acteurs, c'est très compliqué. Mais voilà, donc un film quand même qui a battu des records, je crois, au moment où il est sorti, qui avait vraiment été salué par la critique. Et le bouquin, il est fou. C'est Robinson Crusoe 2.0. C'est-à-dire qu'au lieu d'être perdu sur sa petite île, il est perdu sur Mars. C'est donc voilà, c'est l'histoire de Mark Watney, qui est un botaniste, du coup spationaute, hein, qui va partir sur Mars et qui va faire des études pour voir si c'est possible de coloniser, de terraformer Mars. Et puis, alors qu'il est arrivé pour sa mission sur Mars, c'est pas les premiers à aller sur Mars, hein. Il y a déjà eu quelques missions dessus, mais quand eux ils y sont, il se trouve qu'il y a une grosse tempête et ils sont obligés d'évacuer parce qu'ils risquent leur vie. Et sauf qu'au moment de l'évacuation, il se fait renverser par un morceau de la station où ils sont installés, d'une antenne, je crois exactement. Et voilà que les autres sont obligés de fuir pour le laissant pour mort, pensant qu'il est mort. Et il se trouve il va survivre. Et le problème, c'est qu'il doit tenir l'équipe, je ne sais plus exactement combien de jours, mais il doit tenir l'équivalent d'au moins une année, 400 jours, je crois, ou plus que ça, peut-être même c'est 4 ans à la base qu'il doit tenir, tout seul sur Mars, sachant que, bah, évidemment, pour le ravitailler, tout ça, c'est pas facile. On est en 2035, donc on est un peu plus avancé technologiquement que ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est de la science-fiction, pas très éloigné, mais c'est surtout, scientifiquement parlant, c'est ultra. On sent que c'est ultra costaud, que le mec, il sait à peu près, enfin, il sait de quoi il parle en fait, hein. Très clairement, on sent qu'il a travaillé avec des mecs qui travaillent à la NASA. Que ce qu'il raconte, c'est pas juste des trucs qui sortent de son imagination, et que potentiellement c'est possible dans un futur proche.
Je crois même que j'ai vu des critiques de gens qui travaillent à la NASA qui disaient que le bouquin, c'était un truc qui était presque proche du réel, quoi. Et franchement, voilà, on le suit, lui, tout seul. Alors des fois, on est dans sa tête, hein, tout le long. Comment je vais survivre, comment je dois calculer. Et franchement, il y a des fois, ouais, très clairement, on nous parle de calcul, mais vraiment des trucs, quand on est en maths en cours, on ne supporte pas 2 secondes. Et là, si, parce que le mec, en fait, il calcule combien de patates il peut faire pour tenir, combien de jours il va pouvoir tenir. Est-ce que avec ces petits panneaux photovoltaïques, il peut recharger son Hummer pour se rendre à 10 000 bornes sur la planète rouge? Donc, non, c'est haletant, c'est technique. Enfin, franchement, ça fait vrai. Alors, moi, voilà, je ne suis pas un expert, hein, je ne vais pas dire que c'est réaliste, mais ça fait réaliste en tout cas. Et c'est très clairement, ouais, c'est Robinson Crusoe 2.0 et c'est vraiment trop bien. Ok, encore une fois, tu hype. Ouais, moi j'adore le film en plus, donc ça me hype bien. Moi, je ne l'ai pas vu. Faudra peut-être que je Ah, rattrape j'adore le ça du film. coup. Pour rebondir sur ce que tu dis sur le réalisme, j'ai pas trop vu de critique du livre, mais sur la critique du film, il disait que c'était pas mal réaliste, tous les trucs sur Mars, le sauvetage, pas trop. Donc je pense que c'est le cas. Ouais, ouais, Qui- enfin, ils sont basés dessus. Et puis en plus, les plans de Mars sont super jolis dans le film. Ah ouais. Et franchement, le film reprend bien le livre, mais parce qu'en fait, le problème du livre, c'est qu'on est dans sa tête tout le long. Il parle pas. Là, il parle à son journal de bord pour que ça rende plus réaliste, etc. Mm, mm. Et enfin, pour que ça rende, parce que si on le voit tout seul sans jamais parler, ça ne va pas marcher en film. Et ils ont réussi à faire un super boulot d'adaptation parce que, en effet, c'est que ses pensées en fait dans le livre. Et là, ils sont obligés de le transformer et ils s'en sont vraiment bien tirés. Moi, j'ai pas été déçu. Contrairement à d'autres trucs, notamment en fantasy ou quoi, où des fois on est déçu des adaptations. Là, en l'occurrence, franchement, l'adaptation est plutôt très bonne. J'ai adoré le livre, j'ai beaucoup aimé le film, donc franchement, non, c'est cool. Ouais, non, puis j'aime bien l'histoire que tu disais là sur l'auteur qui voulait bosser à la NASA. J'aime Ouais, trop ce genre de franchement, truc. il a une histoire, faut aller voir sur Internet un peu ou retrouver ce passage que j'avais écouté, mais ouais, le mec, enfin voilà, il est fort, quoi. Ça me fait penser à Dune. Parce que Frank Herbert, il a eu mini intermède Dune. Il a eu l'idée du livre parce qu'en fait, il a fait partie d'une équipe, parce que c'est des recherches sur l'écologie, il a fait partie d'une équipe qui allait observer le désert. Et en fait, ils ont analysé le fait que le désert, il était toujours en mouvement parce que à cause du vent et tout ça, les grains de sable, ils étaient toujours en train de se déplacer. Que du coup, en fait, le désert, c'était... Il y avait comme un truc de vague, en fait, que les dunes, elles étaient en mouvement tout le temps. Et c'est de là que tout dune part, en fait. Genre, juste, il a regardé le truc pendant 5 minutes et il s'est dit, waouh, ça bouge. Et après, il a écrit un chef-d'œuvre. Il a Voilà. écrit, waouh. Ah, c'est cool, ouais, ce genre d'histoire, de comment naissent les histoires, c'est Ouais, cool. j'adore. Et ça me fait, Ok. alors moi, un peu aussi, petit intermède vite fait, parce que ça m'y fait penser, mais petit intermède roue du temps quand même, on y revient. Ah, Alors, juste pour dire que justement, la complexité de Seul sur Mars, c'est le fait que il est tout seul, qu'il pense beaucoup, et que c'est assez dur de retranscrire ça à l'écran, et qu'ils ont réussi. Alors après, parce que c'est un autre schéma narratif avec d'autres moyens, mais c'est quelque chose voilà, qui est assez difficile, par exemple, dans La Roue du Temps, avec Perrin. Perrin, qui dans les bouquins, le personnage de Perrin, pour ceux qui regardent ou qui lisent, qui dans les bouquins passe son temps à être dans sa tête en train de penser, à pas faire de vagues, enfin, qui réfléchit tout le temps à ce qu'il est, à ce qu'il aimerait être, à ce qu'il voudrait être, et qui pour le moment dans la série a un peu de mal à être transcrit parce que oui, effectivement, il n'a pas énormément de dialogue, mais parce que d'habitude il parle pas en fait, c'est son caractère. Et c'est un peu plus dur de le faire dans un univers de fantasy que dans Seul sur Mars où les moyens technologiques permettent qu'il se filme dans son journal de bord, qu'il puisse quand même communiquer un petit peu avec la Terre. Et donc voilà, c'est la complexité des fois de ces personnages qui réfléchissent beaucoup. Et c'est très bien fait dans Seul sur Mars. Très bien. Eh bien, on va passer au top 1. Donc un peu Aïe, aïe, aïe. la lecture qui vient, comment dire, qui a vraiment marqué cette année 2021, Le summum. le summum, ouais, voilà, donc, qui va venir conclure un peu ce podcast et cette année. Qui veut donner son top 1 en premier? Moi, je vais commencer parce que finalement, tu l'as un peu défloré pour moi. Ah,
Donc, je vais revenir parce que oui, en effet, on est contractuellement lié avec Brandon Sanderson, même s'il C'est ne le faux, sait pas. hein. On gagne pas d'argent, hein. Ah non, 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 très clairement pas. Mais en tout cas, nous, on lui en fait gagner parce que on a acheté tous ses bouquins cette année. Et moi, je vais parler des archives de Rochard, en fait, hein, de Brandon Sanderson, dont Flo vous a parlé dans son top 3. Moi, c'est mon top 1 parce que très clairement, j'ai acheté les 6 premiers tomes des archives entre avril et mai, je crois, que j'ai lu les 6 en quelques jours, semaines. Dès que j'en finissais un, j'achetais le suivant. J'ai tout dévoré. Et vu qu'on n'a pas le droit de parler de tous les livres d'une saga et qu'il fallait en choisir qu'un, j'ai décidé de tricher un tout petit peu puisque j'ai décidé de prendre le premier, mais le premier anglais, c'est-à-dire les deux en France, puisque je les ai en poche. Ah ouais, précision du coup, hein, quand tu dis les 6 tomes, en fait, c'est parce dans l'édition française, ils sont découpés en deux. En deux, voilà, c'est ça En fait, exactement. c'est 3 tomes C'est en trois réalité. tomes. Voilà. Voilà. Et du Et coup, pour moi, comment dire, 2 tomes d'édition française, ça compte comme un en fait. Parce qu'en vrai, oui, oui, c'est une histoire coupée en deux. Donc oui, ouais, tout à fait, voilà. exactement. Et du coup, je crois que tu avais pris le premier toi aussi. Enfin, je sais pas de quel tu as parlé, je crois que tu as Non, parlé dans la globalité. j'ai cité le deuxième. Ok, moi, ça sera le premier, La Voix des Rois, qui en fait, comment décrire? Je suis arrivé dedans un peu par hasard. Je crois que j'avais vu Flo qui en parlait, mais tout le temps sur le Discord. Je voyais tout le temps le Discord, les archives de Rochard qui s'allumaient. Et un jour, je vais dans un magasin, enfin dans une librairie évidemment, et puis ils sont là devant moi. Je me dis, bah tiens, ça serait rigolo, je vais les lire aussi. Puis comme ça fera presque une lecture commune. On pourra s'auto-hype ensemble. Et du coup, je le prends, premier chapitre, tiens, ouais, c'est assez pas mal, c'est un peu étonnant. Le personnage féminin qui est un peu en deçà au départ, j'arrive pas trop à savoir où ça va. Puis bon, il y a Kaladin. Kaladin, t'as envie de le suivre où qu'il aille, quoi, jusqu'au bout du monde. Et, euh, et donc, petit à petit, tout se met en œuvre. Et puis, après, c'est du Brandon Sanderson, quoi. En effet, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas le meilleur en termes de style, mais par contre, en termes de conteur, pour raconter une histoire, pouah, et pour hyper les gens, pour faire de l'incroyable, quoi. C'est le boss, quoi. Et là, franchement, combien de fois on a mis le gif de Let's Go sur le Discord, combien de fois on était chaud parce qu'on sentait que la bagarre arrivait. C'est incroyable et très clairement, les 3 bouquins, du coup, si on les prend en anglais, sont tous comme ça. Alors après, des fois, voilà, je me dis, les 3 bouquins, ils sont un peu faits sur le même modèle, les personnages touchent le fond du trou et puis ils s'en sortent en sortant de nulle part. Et puis en fait, on s'en fout parce que à chaque fois que ça arrive, c'est la hype totale. On a envie de sauter de partout dans la chambre en lisant le bouquin. Et non, c'est beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Les archives de Rochard de Brandon Sanderson. C'est pas pour rien que c'est lui qui a été pris pour écrire la fin de La Roue du Temps, quoi. D'ailleurs, on s'est tellement hypé sur tout ça qu'au final, le podcast, il est un peu né de ces rencontres-là, en fait, sur Discord. Un petit peu, ouais. Ça a créé un peu les liens entre nous et voilà, quoi. Merci Brandy. Et oui. Et ben voilà. On va devoir s'y mettre, hein, du coup. Ouais, clairement là, si tu veux te hyper avec nous sur Discord, c'est le meilleur moyen. J'arrive. C'est le feu. Moi, j'ai juste pas acheté le dernier. Là. Toi, je sais pas si tu l'as commencé, Rythme de guerre, ou si tu l'as fini d'ailleurs. Ah, je l'ai fini. Ah, tu l'as fini, ouais, je m'en Ouais, rappelais ouais. plus. Ouais, Rythme de guerre, moi je ne l'ai pas commencé juste parce que j'attends qu'ils soient en poche pour avoir la collection pour avoir toute la même collection en fait pour tous les bouquins. Mais la hype était grande de le lire malgré tout. Je sais que toi tu les prends en e-book avant de les acheter, je crois. Ouais, Et comme ça, j'ai c'est peut-être. le. Là, je vais attendre. Je pense que je vais attendre pour les racheter même une édition un peu plus jolie que celle qu'on a actuellement, Ouais, que je trouve pas super ouf. non, elle Donc, n'est pas incroyable, mais vu que j'ai commencé avec, c'est vrai que. une petite. Le jour où il y a une édition collector ou un truc comme ça qui sort en France, mais. Oh là là, oh, je vais me Prenez jeter mon dessus. argent, prenez mon argent. Ah là, franchement, ouais. Du coup, Jeanne, si tu veux, tu peux nous donner ton J'y top vais. 1. Allez.
Alors, mon top 1, qui ne sera pas forcément une surprise pour vous parce que j'en ai un peu parlé sur Discord, et c'est Saga, le comic de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Donc, Saga, qui est pour l'instant une saga en 9 tomes. Le jeu de mots n'était pas prévu. Et qui raconte l'histoire de Alana et Marco, qui viennent en fait de deux mondes qui sont en guerre, qui s'appellent Couronne et Continent. Couronne, c'est la lune qui est en orbite de continent. Et ils sont à la guerre, genre, depuis des années. Et Alana et Marco, ils se rencontrent parce qu'ils sont tous les deux soldats et Marco est prisonnier de guerre et ils ont un enfant. Et c'est l'histoire de eux et de comme parce qu'en fait, leur enfant, c'est le symbole que la paix est possible entre couronne et continent. Et du coup, ils essayent, enfin, tout couronne, les forces de couronne et les forces de continent essayent de les rattraper et parfois même s'allient pour essayer de les rattraper, d'empêcher que le monde entier apprenne que la paix est possible entre eux. Et c'est incroyable. C'est drôle et c'est triste. C'est très, très bien écrit. Le scénario tient très, très bien la route. C'est encore une fois le genre de récit que j'adore parce qu'il y a énormément de personnages. C'est super riche. Il y en a pour vraiment tous les goûts. C'est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. C'est très étrange. Et en plus, ils étaient en pause pour un temps indéterminé depuis 3 ans. Et on a appris à la Comic-Con de New York qu'ils reviendraient pour... on est pile à la moitié de la saga là et que la deuxième moitié allait recommencer le 26 janvier. Donc voilà, on a très très hâte. Donc ça veut dire que vous avez genre un mois pour lire 9 tomes pour pouvoir vivre le plus grand événement de votre vie, le retour de Saga. Vraiment, je ne peux pas exprimer à quel point j'adore cette histoire. Genre, c'est trop bien. Voilà. Alors, Une c'est très bonne marrant. argumentation. Hein. Faut le Ouais. lire parce que c'est trop bien. Voilà. Ouais, mais il n'y en a pas besoin de plus des fois. Ouais, mais je pense qu'on va en reparler assez vite parce qu'il se trouve que j'ai eu le premier tome à Noël. Donc, J'ai vu ça. J'étais un voilà. tout petit peu spoilé du coup, mais il fallait. Yes. Et du coup, Alex, si tu nous écoutes, merci encore pour ce tome, Je te pour ce félicite. cadeau. Et du coup, donc là, c'est-à-dire que les 9 tomes, là, c'est que la moitié, c'est ça? C'est ça. Donc, il va y en avoir 18. Oui, sans doute. Mais Oh, sachant le que en plus, porte-monnaie, là. ah, mais t'as le temps. Mais tu verras quand tu arriveras au tome 9. Mais quand tu arriveras au tome 9 et que tu liras les dernières pages, je pense que tu comprendras la douleur des gens qui ont attendu pendant 3 ans. Parce que ça se termine quand même sur un petit cliffhanger. Ok, j'y penserai à ce Ouais. moment-là. Donc là, moi, j'ai lu que le premier chapitre pour l'instant. Et, Et tu l'as lu du coup? que le premier chapitre, pas tout le Ok. tome. Et ça m'a pas mal intrigué. Je pense que, alors, pour révéler un petit peu mes habitudes de lecture, en fait, entre chaque roman que je lis un petit peu de BD ou de manga. Donc, je Mhm. pense que pour mes sessions BD manga, je vais alterner entre Saga et One Piece pour l'année Cool. prochaine. Non, c'est étrange, hein, je pense que c'est pas forcément pour tout le monde, mais je pense que C'est une espèce de mélange entre de la SF et de la fantasy parce que ouais, clairement, il y a un délire avec des planètes et tout. Donc c'est de la SF, hein, il y a de la technologie avancée et tout. Et en même temps, les personnages, c'est des créatures fantastiques, genre des faunes, des fées, des trucs comme ça. Donc, Mhm. Ok. pour ce que j'en ai vu, en tout cas, sur le premier chapitre, ça fonctionne super bien. Et Ouais, les thématiques qu'on sent se dessiner direct avec cette histoire de guerre là, avec l'enfant et tout, ça et promet du lourd. Hein. je l'avais noté, mais j'ai complètement oublié de le dire, et ça touche aussi étonnamment à des thèmes super actuels, genre des trucs, l'avortement, des débats qui font très débat, surtout aux États-Unis, l'avortement, la violence par les armes, ce qui me fait que je pense que ça avait quand même beaucoup écho à tous les massacres qu'il y a eu aux États-Unis avec la vente d'armes et tout ça. Enfin, ça traite de sujets hyper actuels de manière hyper intéressante. Et en plus, les chara-designs sont incroyables. Voilà, Ouais, tout ce qu'on aime, quoi. tout ce qu'on aime. Ok, et du coup, c'est à mon tour de vous donner mon top 1, donc la lecture de cette année qui m'a le plus marqué, le plus bouleversé. C'est un roman qui, je pense, figurera dans mon top all-time de tous les livres que j'aime, probablement dans le top 5.
peut-être même top 3, c'est à voir comment je les range. Ce tome, c'est le 3e tome de la saga du fou et de l'assassin de Robin Hobb. Donc la conclusion épique de la méga saga en fait des Royaumes des Anciens. Alors, je crois qu'on a déjà évoqué Robin Hobb rapidement dans le podcast, mais on ne l'a jamais vraiment présenté. En fait, du coup, c'est une autrice américaine qui a écrit cette fameuse saga du Royaume des Anciens. En fait, cette saga, elle est composée de 5 sous-sagas, où on va suivre en fait en gros 2 arcs narratifs qui vont finir converger les uns avec les autres, et tout se passe dans le même univers. Donc, il y a un des arcs narratifs qui concerne Fitz, qui est un bâtard royal qui a été abandonné par sa mère au bon soin du roi des Six Duchés. Et l'autre arc narratif, c'est un arc qui va parler de... alors du coup, j'ai plutôt présenté les Aventuriers de la mer pour pas trop spoiler, parce que forcément, le deuxième cycle se repose sur les bases du premier. Les Aventuriers de la mer, ça parle globalement d'une famille de marchands, voilà, qui marchandent. En fait, ces familles de marchands, ils ont des bateaux qui sont un peu spéciaux. En fait, ces bateaux sont vivants. Voilà, il y a ça s'appelle des vive-nefs. Et en fait, il y a la figure de proue de ces bateaux qui est vivante et qui peut communiquer avec les humains. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je ne vais pas forcément présenter l'univers plus que ça, parce que je pense qu'on fera aussi un épisode spécial dans le podcast, parce que c'est vraiment pour moi une des sagas de fantasy les plus importantes. L'ensemble est vraiment super bien écrit. Enfin, il y a des thématiques super intéressantes. Les personnages sont incroyables. Je pense que dans tout ce que j'ai pu lire en fantasy, c'est là où on trouve les personnages les mieux écrits et les plus humains vraiment que j'ai rencontrés. Ils semblent vraiment extrêmement réels. Et donc, toute cette saga, en fait, elle a trouvé sa conclusion dans ce 3e tome du fou et de l'assassin. Donc vraiment, ça a conclu tous les arcs à peu près narratifs. Donc, contrairement à George Martin, Robin Hobb a su, a su finir son histoire. Voilà, fallait que je le place. Et donc, ce tome, vraiment, il m'a bouleversé du début à la fin. Quand je l'ai refermé, j'ai pleuré pendant des heures après. Enfin, c'était vraiment c'était incroyable. Ouais, comme dit, je ne vais pas les présenter plus que ça. Moi, je vous encourage à vraiment commencer cette saga. Mais on en reparlera beaucoup plus en détail, je pense, dans un épisode spécial, où on pourra vraiment rentrer dans, dans toutes les thématiques, les personnages et tout, de tout ça. Voilà. Enfin, sachez vraiment que c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie, je Ouais. pense. Bah, petite pensée à ma petite sœur aussi qui pleure régulièrement en relisant les passages qu'elle adore du bouquin, mais qui la font pleurer. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Et ouais, J'étais éclaté qui à la fin. qui m'a prêté les bouquins là. Donc moi, c'est mon objectif de 2022, c'est de lire toute la saga. J'avais lu les 6 premiers, je crois, il y a très longtemps, à tel point que je me rappelais pas tant que ça. Enfin, je me rappelle de l'histoire globalement, mais je me rappelle plus des détails. Donc là, je vais les relire en entier, mais l'ensemble de la saga. Et puis elle m'a dit, tu feras attention, mais sur les derniers, il y a potentiellement des pages gondolées, puisqu'il y a mes larmes dessus. Donc voilà. Ouais, c'est la saga de la dépression un peu. Hein. Ah ouais, moi C'est... j'ai quelques tomes comme ça qui sont mouillés. Ah ouais, non, mais... Moi, Si ce que je vous aimez... faisais aussi Ouais, quand vas-y, j'étais vas-y. plus jeune et que je lisais des trucs trop tristes, c'est que je les fermais et je les mettais sous mon lit et je les terminais pas. Je les mettais sous mon lit, genre refus d'obstacle, D'accord, et je les terminais 2 semaines après. ok. Voilà, en tout cas, si vous aimez souffrir et souffrir aux côtés des personnages qui prennent cher, l'Assassin Royal, c'est fait pour vous. On arrive. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà, en tout cas, si ça peut être un peu... Si 2022, ça peut être un peu placé sous le signe de Robin Hobb dans le Discord, moi, ça me va aussi. Hein. Donc, si vers fin de l'année, on peut faire un petit épisode spécial, ça pourrait être sympa Euh, aussi. franchement, si 2022, c'est Sanderson en hub et qui. Non, la saison 2 de La Roue du Temps sera peut-être un peu chaud. Mais ça serait cool.
Ouais. Il y a des bonnes choses, il y a des belles choses encore, que ce soit en adaptation qui vont arriver, et des choses qu'ensemble on n'a pas encore lues, des choses sur lesquelles se hyper, des choses sur lesquelles pleurer. Il y a Dune aussi qu'il faut lire. Ah ouais. Hey, voilà, bien. On a compris. On fait chacun fait son porte-parole, mais ça fonctionne bien. Ouais. Donc voilà, plein de belles choses. Donc du coup, là, donc on arrive à la fin de l'épisode là. On a fait un petit peu le bilan de 2021. Et donc moi j'espère que 2022 sera placé sous les mêmes augures et qu'on aura encore beaucoup de belles lectures à partager. Donc à la Ça va fois, être pas mal 2022 niveau sortie. Yes. Donc à la fois dans le podcast et sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter. Je mettrai les liens dans la description. D'ailleurs, on l'a vu, dernier épisode du Coin des Imaginaires, on a dépassé les 850 vues, ce qui est énorme pour nous. Ça nous a bien fait plaisir. Merci à tous. Merci à tous qui débarquaient grâce à cette vidéo sur la route du temps. Donc je rappelle, il y aura un live bientôt, donc sûrement début de semaine prochaine, où on parlera de... Enfin non, pas de... attends. Alors nous on est dimanche soir là, on est le 19 du coup au moment où on enregistre. Donc quand je dis début de semaine prochaine, ça sera pour le moment où sortira l'épisode. Donc je pense d'ici lundi ou mardi. Donc en bref, je vais donner la date, ça évitera d'embrouiller. Donc probablement le 27 ou le 28 au soir, ou dans l'après-midi, je sais pas encore. Enfin, on en discutera pour déterminer les dates entre nous. Ouais, faut qu'on se calme. Ouais, faut qu'on prépare ça. Voilà, donc ça sera pour conclure l'année de belle manière sur The Witcher et la route du temps. Et donc pour 2022, plein de bonnes choses. Donc voilà, donc sacrée année en perspective, que ce soit sur le plan personnel ou même professionnel pour moi. Enfin, je vous en reparlerai, mais enfin voilà, ça va être la folie. Ça va être la folie. Faut venir sur Discord pour partager tout ça. Ça va être. C'est ça. Vous partagez vous aussi vos lectures s'il y a des choses dont vous voulez parler, si vous aimez science-fiction, fantasy, fantastique. Et pas que. Hein. Oui, surtout si c'est pour parler d'une, vous êtes bienvenus. On recrute beaucoup dans tout ce qui est Sanderson, Roue du Temps et Dune. Voilà, vous l'aurez compris. Beaucoup aussi dans le Sorceleur et Robin Hood. Voilà, venez, on est bien. On recrute partout en fait. Hein. Ouais, en fait, on mange à très rapide. Voilà, et ben voilà, donc c'est sur de belles paroles, vraiment rejoignez-nous. Je vous souhaite également du coup de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très belle année 2022. Je vous remercie tous les deux, Zerlock et Jeanne, d'être venus faire cet épisode avec moi. Avec plaisir. Merci Jeanne, à toi. Jeanne, c'est ton premier épisode et j'espère que ça t'a plu. Oui, trop. Merci. Super. Donc voilà, et bien à la prochaine, à bientôt pour le live et au mois prochain du coup pour le prochain épisode. Ciao. Ciao, bonne fête. Bisous. Have to see me, just a cage of bones. There's nothing inside. Will